Bonjour, bienvenue à l'Instant Cœliac. Aujourd'hui, on a reçu Dr Godet, qui est un gastro-entérologue, et il est venu nous parler de la maladie cœliaque en profondeur. On a entre autres parlé de la physiologie à la base du système digestif un peu. On a parlé de la physiopathologie de la maladie, de comment ça se présente, comment on diagnostique ça, le suivi, puis un peu aussi des tests vendus en ligne pour tout ce qui est comme le sans gluten, puis le dépistage de la maladie. Puis, petit avertissement, la structure de cet épisode-là, il est un peu différent. On a fait un peu ça comme sous forme de cours, un peu comme un crash course, pour que vraiment, on voulait être sûr que Dr Godet pouvait nous partager le maximum d'informations dans cet épisode-là. Puis nous, on a vraiment juste comme posé des questions et fait des clarifications pour être sûr que ça serait vulgarisé pour qu'un peu n'importe qui puisse comprendre l'épisode, mais aussi assez en profondeur pour qu'on comprenne vraiment bien la maladie. C'est quand même un épisode plus long, fait que prenez-vous un café, un petit breuvage, une collation, puis au besoin, faites pause pour prendre une petite pause, puis revenez nous voir plus tard. Bon épisode! On est des professionnels de la santé, mais on n'a pas nous-mêmes une expertise sur la maladie cœliaque outre que notre expérience personnelle. Donc, on va par contre recevoir des professionnels qui, eux, ont une plus grande expertise sur la maladie. Aussi, toute information qui est dite dans ce podcast est à risque de changement au travers du temps et chacun est responsable de prendre ses propres décisions et tout le monde vit sa maladie de manière unique. Cet épisode est fièrement commandité par Oggi Foods. Oggi, ce sont les maîtres de la pizza sans gluten. Ils sont originaires de Naples, la ville qui a établi les normes en matière de pizza. Sont donc capables d'apporter les saveurs traditionnelles de la pizza dans ces pizzas sans gluten. Ils sont les premiers dans l'industrie à avoir utilisé la technologie des poches d'air pour la croûte de pizza, qui est étirée à la main et cuite sur pierre. Fait que vraiment, la pizza, là, elle a une croûte moelleuse qui goûte la vraie croûte de pizza. Ouais, puis je peux confirmer, je suis cœliaque depuis 2017 et c'est cette pizza-là qu'on prend chez nous quand on fait des soirées pizza. Elle est tellement bonne, c'est la seule qui me rappelle le vrai goût d'une bonne pizza, là. Puis, on a plusieurs sortes de cette pizza-là. Il y a les classiques, la 4 fromages, la margarita, puis il y a une option vraiment le fun aussi qui est la croûte napolitaine. C'est une croûte vraiment versatile. On peut faire plein de choses avec, des pizzas de dessert. Essayez ça, c'est vraiment bon. On peut faire des petites entrées. Si vous recevez, là, ça paraît même pas que c'est sans gluten. Personne ne va s'en rendre compte. Puis, on peut faire le classique soirée pizza avec notre propre croûte parce que vraiment, le secret, il est dans la croûte, là. On va pas se le cacher, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, allez vous les acheter. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller au IGA, Métro, Provigo, Walmart. Vraiment, là, on vous les recommande. Certainement. Donc, pour vous prouver que c'est une excellente pizza, on va vous faire une dégustation en direct. Vous pouvez pas la sentir, là, mais elle sent délicieuse. Ça sent vraiment bon en studio. Et regardez-moi ça. La belle croûte épaisse. Chin, santé! Mm. Mm-hmm. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie, que la personne, elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire, ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis avec le temps, ils ont développé une expertise pour que justement,
on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Bonjour, Dr Godet. Bienvenue à l'Instant Cœliaque. On est vraiment heureuse de vous recevoir avec nous aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Aujourd'hui, on va parler de la maladie cœliaque un petit peu plus poussée, mais on aimerait ça commencer par savoir un petit peu, vous êtes qui, votre parcours, le lien avec la maladie cœliaque. Ben, écoutez, moi, je suis gastro-entérologue. Là. Je calcule plus le nombre d'années, mais ça doit faire... Je suis dans ma 38e année, je pense, de pratique. Et puis, j'ai été approché par l'ancienne directrice de la Fondation de la maladie cœliaque du Québec. C'est comme ça que ça s'appelait. Avant, c'était Mme Michèle Laflamme. Je pense que c'est autour de 94-95 qu'elle m'avait approché pour faire partie du comité scientifique de la Fondation. Puis j'ai accepté. Je me disais, je vais essayer de voir. Je connaissais pas plus la maladie cœliaque. Naturellement, comme gastro-entérologue, on connaît la maladie cœliaque, mais j'avais pas d'intérêt particulier. Et finalement, c'est une fondation dans laquelle travaillent des gens qui sont vraiment dévoués. Et je suis avec eux depuis ce temps-là, fait que ça me fait plaisir d'aider à faire mieux connaître cette maladie-là. Merci. Alors voilà. Parfait. Merci vraiment pour votre implication auprès de CEIA Québec. Ben, ça m'a fait plaisir quand Edith Lalanne, la directrice, m'a contacté. Je dis, c'est sûr que je vais aider. Merci. Fait que, juste avant de commencer l'épisode, on voulait faire un petit avertissement que, dans le fond, la structure de l'épisode aujourd'hui allait être un peu différente vu qu'on reçoit vraiment un expert à la maladie cœliaque. Fait qu'on va faire un peu ça un peu plus sous forme de mini-cours sur la maladie cœliaque et, dans le fond, moi et Laurie, on va un peu moins animer, on va plus agir comme élève pour poser des questions que les gens pourraient se poser. Ouais, on va essayer de garder ça interactif quand même. Donc, partez pas tout de suite. Ça va être quand même le fun à écouter. Mais si vous nous voyez regarder nos feuilles plus souvent, c'est parce qu'on veut être sûr de pas manquer d'informations importantes. Ça va être bien comme ça. Effectivement, faut faire ça interactif pour pas que ce soit trop endormant, parce que sinon... Mais c'est super intéressant, là. Donc, c'est un beau sujet. Ne nous quittez pas. Donc, je sais pas si on voulait commencer un peu, si vous vouliez commencer là, par le début du début. Ben écoutez, on a un plan un petit peu. Hein, on a décidé d'un plan, fait que vous m'avez soumis vos points, puis on a arrangé ça. Là, donc, on va parler un peu de physiologie normale, comment l'intestin fonctionne, la structure intestinale, et puis le processus de digestion des protéines en particulier. Puis c'est ça qui nous intéresse. Et la physiopathologie dans la maladie cœliaque. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Qu'est-ce qui fait que l'intestin va se trouver détruit puis que le système immunitaire va être activé? On va revoir aussi toutes les présentations cliniques, les différentes formes de présentation qui sont vraiment multiples. C'est ce qui rend la maladie cœliaque pour moi aussi intéressante, mais parfois difficile à dépister pour les cliniciens. Des fois, il y a un retard diagnostique puis qui peut être explicable par ces modes de présentation-là. On va voir aussi comment un clinicien, une infirmière praticienne peut faire pour dépister, puis comment on établit le diagnostic de la maladie cœliaque. Vous m'avez demandé de parler des tests vendus en ligne. Fait que j'ai fait une petite recherche, oui, c'est ça, sur Internet. Mais aussi, il faut voir comment on peut évaluer ces tests-là avant. Donc, il y a certains critères là, qui nous permettent d'évaluer ça. Et vous m'avez demandé aussi de parler du statut de maladie inactive. Un porteur des HLA, des Q2, des Q8, et puis comment on suit ces patients-là. On va parler aussi du suivi de la maladie cœliaque. Qu'est-ce qu'on doit faire comme clinicien, comme suivi chez les gens qui ont la maladie cœliaque ou chez les porteurs, les maladies inactives, comment on les suit. L'alimentation sans gluten, ce que ça comporte comme défi, l'importance d'adhérer à l'alimentation sans gluten, qu'est-ce qui se passe quand il y a de contamination accidentelle, donc les dangers aussi, les dérives des fois dans l'alimentation chez certains patients, et aussi on va voir les impacts de la maladie non traitée, les complications potentielles dans cet état-là. Ça va être super intéressant. Ben, il y a du stock, en tout cas. Fait qu'on peut commencer par la physiopathologie. Oui. Puis pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire,
le mot physiopathologie, si je me trompe pas, c'est un peu comme le fonctionnement de la maladie, comment elle fonctionne dans notre corps. Tout à fait. Donc, c'est l'altération de la physiologie normale par la maladie. Mais avant de parler de physiopathologie, il faut naturellement parler de la physiologie. Il faut comprendre comment un intestin fonctionne pour pouvoir absorber. OK. Fait que, donc, écoutez, ce qui nous intéresse surtout dans la maladie cœliaque, c'est les protéines, parce que c'est ça qui fait que la maladie cœliaque, c'est par ces molécules-là que la maladie cœliaque va être activée. OK. Donc, les protéines, c'est des chaînes qui sont ramifiées, c'est des chaînes très complexes, ramifiées, ce qu'on appelle des acides aminés. Ça, c'est la plus petite partie d'une protéine. C'est ce qu'on appelle le monopeptide. Fait qu'une protéine, c'est des polypeptides. Fait que c'est des plein d'acides aminés différents. Il y a 20 sortes d'acides aminés différents. Donc, ils sont tous reliés par des liens. Entre chaque acide aminé, il y a des liens. Puis ces liens-là sont de structures différentes. Donc, c'est des structures très complexes qui peuvent comprendre des milliers d'acides aminés. Et la digestion intestinale doit faire qu'on doit séparer, on doit arriver à des acides aminés isolés. Donc, le processus de digestion des protéines est très complexe. Contrairement à la digestion, par exemple, des sucres, c'est beaucoup plus simple de digérer un sucre que de digérer une protéine. Alors, la paroi intestinale est formée de ce qu'on appelle des replis qui permettent d'augmenter la surface d'absorption. Donc, la paroi intestinale, si vous partez, quand on fait une endoscopie, vous allez avoir dans le duodénum des replis qui vont augmenter déjà la surface d'absorption. Et si vous prenez un morceau d'intestin, vous le regardez au microscope optique, vous voyez des vallées puis des montagnes. Donc, les vallées, c'est les cryptes, puis les montagnes, c'est les villosités. Puis ça aussi, ça augmente la surface d'absorption. Et si vous prenez au microscope électronique la cellule intestinale qu'on appelle l'entérocyte, bien, au sommet de l'entérocyte, vous allez avoir des cheveux. Donc, et ça aussi, ça augmente la surface d'absorption. Ces cheveux-là, c'est ce qu'on appelle la bordure en brosse. C'est là où tous les transporteurs, les enzymes vont être exprimés. Donc, si vous prenez un intestin, un petit intestin, ça mesure 4 mètres, puis le diamètre est de 4 cm. Donc, c'est un tube. Si vous étirez tous ces replis-là pour faire une surface plane, vous arrivez à une surface de court de tennis. Oh, quand même. C'est fou. Donc, c'est très impressionnant, la surface d'absorption d'intestin. Donc, dans la maladie cœliaque, on va voir que ces replis-là vont être atrophiés et vous perdez de la surface d'absorption. Donc, ça devient plus difficile d'absorber les nutriments. Tout à fait. Donc, l'absorption est beaucoup plus difficile. Donc, c'est un problème de malabsorption à la maladie cœliaque avant tout. Donc, et si vous prenez l'absorption intestinale, les entérocytes, les cellules intestinales, ils ont une membrane autour des cellules qui est complètement imperméable à peu près tout. Tout ce que vous pouvez faire passer par cette membrane-là, c'est du gaz carbonique, de l'oxygène ou encore un peu d'eau, des vitamines qu'on appelle liposolubles, dissoutes dans les graisses. Donc, des toutes petites molécules qui ne sont pas ionisées, qui ne sont pas avec des charges positives ou négatives. Sinon, ça ne passe pas. Donc, pour pouvoir faire passer n'importe quel nutriment par la membrane cellulaire, vous devez avoir ce qu'on appelle des transporteurs. C'est des protéines spécialisées qui vont être spécifiques pour chacun des nutriments, qui vont faire entrer le nutriment dans la cellule, puis vous allez avoir d'autres transporteurs à la fin de la cellule qui va aussi pouvoir faire passer les nutriments de la cellule à ce qu'on appelle la muqueuse intestinale, donc la paroi intestinale, et de là être transporté par le secteur vasculaire. Entre les entérocytes, entre les cellules intestinales, vous avez ce qu'on appelle des jonctions serrées. Ça, c'est des genres de fils d'araignée qui soutiennent les entérocytes, les cellules intestinales, et qui fait que ça fait un filtre. Tout ce que ça laisse passer des jonctions serrées, c'est de l'eau ou des électrolytes. Donc, du sodium, potassium, du chlore. Donc, pour les nutriments, pour qu'ils puissent rentrer, ça passe par la cellule intestinale. Donc, l'absorption intestinale est complètement régulée par les transporteurs des cellules intestinales. Sinon, vous ne pouvez pas absorber.
Fait qu'il y a vraiment plusieurs étapes à passer avant de pouvoir absorber un nutriment, là. Tout à fait. Ce que vous mangez comme protéine, genre du tofu, ben, elle doit être d'abord digérée, transformée en tout petits acides aminés et pouvoir être absorbée par l'entérocyte puis passer dans l'organisme. Donc, c'est vraiment très fin comme régulation de l'absorption. Donc, pour les protéines, parce que le gluten, c'est une protéine, c'est ce qui donne la réaction immunitaire. Donc, pour les protéines, la majorité partie de l'absorption, bizarrement, c'est pas sous forme d'acides aminés, c'est sous forme de chaînes de 2 à 3 à 4 peptides, donc les di ou les tripeptides. C'est ça la majorité. Ça passe par des transporteurs à protéines. Qui absorbent aussi la majorité des médicaments. C'est les mêmes transporteurs qui nous font absorber les médicaments. Et après ça, l'entérocyte va continuer la digestion puis envoyer en acides aminés à l'organisme. Donc, finalement, dans l'organisme, on se retrouve avec des acides aminés. Donc, on comprend que dans la paroi intestinale, en dessous de l'entérocyte, vous avez juste des acides aminés qui sont là. Vous n'êtes pas supposé avoir des chaînes plus grosses de peptides. OK? À cause, justement, de la structure intestinale. Donc, pour la digestion des protéines, pour faire rapidement, ça se fait en 4 niveaux parce que, comme je vous ai dit, c'est très complexe comme structure d'acides aminés. Fait que vous avez 4 niveaux. Donc, ça commence déjà au niveau de l'estomac avec l'acidité. Vous avez ce qu'on appelle des peptidases, qui sont des enzymes pour digérer les protéines, la pepsine. Ça continue au niveau du milieu de la lumière intestinale. La lumière intestinale, c'est à l'intérieur de... Le tube. Le tube. À l'intérieur, il y a du liquide, puis c'est à l'intérieur. Là. Et ça, c'est les protéases qui viennent du pancréas. La majeure partie des enzymes pancréatiques, c'est des protéases parce que vous en avez plusieurs sortes. Comme vous avez beaucoup d'acides aminés différents, vous devez avoir plusieurs sortes de protéases. Donc, ça continue la digestion, ça transforme les protéines en de plus en plus des plus petits morceaux. La digestion continue au niveau de la bordure en brosse. Je vous ai parlé des cheveux, des entérocytes. Là, vous avez aussi d'autres peptidases qui, elles, vont couper juste des acides aminés. Donc, c'est des exopeptidases. Elles enlèvent l'acide aminé terminal de la branche. Et pour finir le tout, à l'intérieur de l'entérocyte, vous avez un 4e niveau d'exopeptidases qui vont finir le travail. Et la digestion des protéines, ça se fait tout au long de l'intestin grêle. Parce que comme c'est des structures complexes, ça prend du temps à tout séparer. Ça prend beaucoup de ciseaux pour séparer ces branches-là et d'arriver justement à des plus petites parties. C'est vraiment une chaîne de transformation là, très bien organisée. Écoutez, moi, je m'intéresse à la physiologie intestinale. Justement, je donne un cours sur le grêle, la digestion. C'est absolument fascinant comment c'est intéressant, ce processus-là de digestion-là. En particulier, les protéines, c'est vraiment complexe. Donc, le gluten, c'est une de ces protéines qui va passer par ce chemin-là. Les 4 étapes pour se faire découper. Mais là, vous dites que c'était un 2, 3, 4 acides aminés. Oui. Donc, est-ce que le processus est altéré ou c'est quand même les 4 étapes? Tout à fait. Donc, le gluten, qu'est-ce qu'on entend par gluten? Le gluten, c'est une des protéines. C'est des protéines dans le blé. Le blé contient 4 grandes familles de protéines. Puis, on les différencie par... ça dans quoi on peut les solubiliser. Vous avez l'albumine dans le blé qui se solubilise dans l'eau. Vous avez aussi les globulines qui sont solubilisées dans une solution avec du sel. Et vous avez la gliadine qui nous intéresse particulièrement dans la maladie cœliaque, qui elle est solubilisée dans l'alcool. Et vous avez aussi d'autres protéine, la gluténine qu'on appelle, qui est solubilisée dans des milieux dits alcalins ou acides, genre du vinaigre, par exemple. Et quand on réfère au gluten, on parle à la fois de la gliadine et des gluténines. OK, c'est ça le gluten. Mais on entend beaucoup plus parler de la gliadine que des gluténines parce que la majorité des études ont été faites sur la gliadine. Okay. Mais les gluténines ont probablement aussi un rôle à jouer dans la maladie cœliaque. La gliadine, c'est ce qu'on appelle une prolamine. OK? Prolamine, ce que ça veut dire, c'est des protéines des céréales qui sont riches en proline. Prolamine, proline, on comprend. Et leur contenu en proline leur confère
une résistance à la digestion par les enzymes. Donc, c'est des branches de polypeptides qui sont difficiles à digérer par nos enzymes pour les protéines. Donc, ça fait que la gliadine est moins désagrégée. Puis, les prolamines, on les retrouve dans d'autres céréales comme le seigle, la sécaline, comme l'orge, l'ordéine ou l'avoine, l'avénine. Mais si vous prenez la gliadine pour le blé, c'est 69% des protéines du blé, c'est de la gliadine. Tandis que dans l'avoine, par exemple, c'est juste 16%. Donc, il y a des aliments qui sont plus riches en gliadine. Tout à fait. Donc, le blé est très riche en gliadine. L'avoine est faiblement riche en avénine. Okay? Et c'est probablement ce qui explique des fois la différence entre la sensibilité, ce qu'on appelle au gluten, par rapport à différentes céréales. Donc, le blé, c'est la championne, avec une gliadine qui est très présente. L'avoine, probablement pas, parce que l'avénine est moins riche en proline, puis il y en a moins aussi dans de l'avoine, de prolamine. Donc, pour faire un petit résumé, oui. Donc, dans le fond, c'est comme si la protéine de gluten, qui est soit de la gliadine ou de la gluténine, oui. Dans le fond, ils ont un facteur comme un peu de protection dans eux, une composante qui les protège de se faire trop désagréger. Tout à fait. Donc là, c'est quand on parle de la résistance à la digestion, c'est de la gliadine qu'on parle. La gluténine a probablement un rôle à jouer dans la maladie cœliaque, c'est qu'elle est possiblement toxique au niveau de la paroi intestinale, puis augmente la perméabilité de l'intestin au passage de la gliadine dans la paroi intestinale. Donc, la perméabilité, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est vraiment, ça rend... Si on perd la perméabilité, il y a des choses qui passent à travers les parois qui ne devraient pas passer habituellement. Tout à fait. Comme une grosse passoire. Oui. C'est comme si on élargissait les trous, puis il y a des gens qui deviennent... des choses qui ne devraient pas passer qui passent. Donc, c'est ça. On a vu quand même que l'entérocyte est très imperméable à part les transporteurs qu'il va exprimer. Puis les jonctions serrées aussi, c'est très imperméable. Quand vous ouvrez ça, vous détruisez des cellules, des jonctions serrées, mais vous faites des trous, comme vous avez dit, comme une passoire. Et là, il y a des protéines qui ne devraient pas se retrouver dans la paroi intestinale qui y sont. Et ça, c'est néfaste. Dans la maladie cœliaque, effectivement, c'est le problème. Puis, quand on a dit que la gliadine, il y avait une résistance à la digestion, oui. C'est juste pour ceux qui ont la maladie cœliaque ou c'est pour tout le monde que c'est un peu plus dur? C'est un peu plus dur. C'est juste que dans la maladie cœliaque, vous allez retrouver... de la gliadine qui se retrouve dans la paroi intestinale et surtout, le système immunitaire y est prêt à répondre. OK. Fait que il faut qu'il y ait plusieurs... Il faut qu'il y ait plusieurs facteurs, effectivement. Je pense que c'est là, justement, qu'on s'en va. Là, mais je ne vais pas devancer. Oui. Allez-y. Parfait. Comme c'est complexe, je vous laisse me guider un petit peu. Ben oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on a comme fini de parler de toutes les protéines, comment ça marchait dans le système digestif. Oui. Puis là, on veut savoir la maladie cœliaque. Quand tu as la maladie cœliaque, c'est quoi justement qui fait que... le gluten, ça marche pas. Tout le monde, on vient de dire que la gliadine, ça pouvait être plus résistant. Oui. Mais une fois que c'est passé puis c'est rendu dans la paroi intestinale, ça fait... Qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui est cœliaque qui ne se passe pas chez les autres? Tout à fait. Donc, pour avoir une maladie cœliaque active, vous devez avoir 3 facteurs. 1, l'environnement. 2, la génétique. Puis 3, un système immunitaire qui est actif. Donc, dans l'environnement, vous devez avoir du gluten. Si vous ne mangez pas de gluten, vous ne ferez pas la maladie cœliaque. Du point de vue génétique, vous devez être prédisposé à la maladie. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les récepteurs HLA DQ2, DQ8. Ça, c'est des récepteurs qui se retrouvent sur des cellules qu'on appelle présentatrices. C'est des cellules qui reçoivent les antigènes, donc des protéines étrangères, et qui vont aller présenter gentiment cet antigène-là aux lymphocytes T. Qui est une cellule du système immunitaire. Et là, le lymphocyte T va déclencher la guerre contre cette protéine-là. Et on va voir la cascade inflammatoire aussi que ça induit. Et pour ça, justement, vous devez avoir un système immunitaire qui est en forme. Par exemple, si vous prenez des immunosuppresseurs,
ben, Il va pas même si vous avez réagir. la maladie cœliaque, On ne pourra elle pas sera pas réagir. active. On n'aura pas les capacités. Exactement. Chez la femme enceinte, les grossesses ont été décrites comme un facteur déclenchant. Et c'est probablement une modification du système immunitaire à la fin de la grossesse où des maladies auto-immunes peuvent se déclencher. Donc, c'est ça. Donc, pour résumer un peu le processus du déclenchement de la réaction. Tout à fait. Donc, dans le fond, il faut avoir une prédisposition, le gène HLA, DQ2, DQ8. Oui. Dans le fond, c'est comme un peu c'est comme un peu des petits soldats qui vont chercher des intrus. Puis là, ils vont trouver le gluten, puis ils vont dire « Ah, ça, c'est un intrus. Oui. » Puis là, ils vont aller le présenter à leur boss, qui est comme le lymphocyte. Oui. Puis là, ils vont dire, là, le boss, il va faire « Oh my God, il faut l'attaquer, c'est un intrus. » Oui, tout à fait. Et le problème qu'il faut expliquer aussi, c'est pourquoi que la gliadine, dans le fond, la gliadine, c'est une chaîne de à peu près 33 acides aminés. Comme on a vu, ça ne devrait pas se retrouver une si grosse chaîne de protéines dans la paroi intestinale. Donc, il y a probablement une question de perméabilité, comme on a dit. Il y a probablement des trous dans la paroi intestinale des gens qui sont cœliaques qui font que cette protéine-là va entrer dans la paroi intestinale, puis pour pouvoir être reconnue après ça dans les cellules présentatrices. Donc, un autre facteur déclenchant, c'est une gastroentérite. Donc, vous allez, vous n'avez pas besoin d'aller jusque dans les Antilles, OK, pour faire ça. Mais si vous revenez avec une tourista, ben, le virus va détruire certaines cellules, détruire des jonctions serrées, va faire que votre intestin est plus perméable pendant quelques semaines. Et là, il y a des protéines qui peuvent rentrer. Chez des gens qui sont prédisposés à la maladie, c'est un des conseils que je donne. C'est si jamais il y a quelque chose à éviter, c'est s'ils font une gastroentérite, je leur dis évitez le gluten pendant quelques semaines parce que ça risque de déclencher. La gliadine risque de rentrer dans la paroi intestinale, puis là, ça fait partir la maladie. Donc, c'est une des choses. Puis, le nouveau-né. Donc, on a tous été nouveau-nés pendant les 4 premiers mois. L'intestin est beaucoup plus perméable aussi. Donc, c'est là que le système immunitaire peut se faire avertir que la gliadine est potentiellement toxique pour l'organisme. Est-ce que l'intestin du nouveau-né est plus perméable à cause comme d'une immaturité du développement du système digestif ou? Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'immaturité ou il faut tellement qu'il absorbe de choses que l'intestin est plus perméable. OK. Fait que c'est décrit comme ça. Puis, une des théories qui a été testée, c'est pendant les premiers mois de ne pas donner de gluten aux nouveau-nés. En Suède, il y avait eu une augmentation de l'incidence de la maladie cœliaque. Compensant en partie dû à des formulations de lait maternisé qui contenaient du gluten. Okay. Et c'était donné naturellement à des jeunes nourrissons. Et il y avait une augmentation de l'incidence. Ça a été testé. On n'a pas la preuve que c'est vraiment réel, mais on pensait vraiment avoir trouvé une bonne explication pour l'augmentation de l'incidence de la maladie cœliaque des dernières années. Donc, cette étude-là n'a pas donné de résultats précis. C'est-à-dire que ça a été bien démontré que c'était relié au lait maternisé, sauf en éliminant le gluten dans les études ultérieures, pour les nouveau-nés, on n'a pas vu une vraie baisse de l'incidence. Aussi importante qu'on serait normalement attendu avec ce test-là. Okay. En médecine, c'est toujours comme ça. Il y a des beaux espoirs, puis après ça, il faut nuancer avec les études, mais c'est quand même un conseil qu'on donne aux parents cœliaques qui ont des enfants. Dans les premiers mois, faites attention. Entrez pas tout de suite le gluten, puis il semble que le lait maternel aussi a un certain effet protecteur. Donc, pour pouvoir tolérer le gluten chez les enfants. Mais on recommande juste ça chez les parents qui avaient déjà la maladie cœliaque. Oui, donc, on doute que l'enfant a sûrement une prédisposition. Mais sinon, à part de ça, il n'y a pas de problème pour les gens qui ne sont pas cœliaques. Tout à fait. Tout à fait. Cette précaution-là, c'est juste pour les parents cœliaques. On se fait souvent poser la question comme gastro-entérologue. Oui. Puis, on avait dit tantôt qu'il y avait une autre des protéines qui pouvait augmenter la perméabilité aussi. Oui, la gluténine, c'est possiblement un rôle. C'est pas bien prouvé, mais c'est possiblement un rôle. Fait qu'il y a peut-être un effet... Il y a longtemps, on pensait que le gluten était toxique pour la paroi intestinale. Pour tout le monde.
Non, pas pour tout le monde, chez les gens qui avaient la maladie cœliaque, et ça reste quand même ça. On n'a pas encore éliminé cette hypothèse-là, puis probablement qu'il y a une certaine toxicité de la gluténine sur la paroi intestinale qui fait que la gliadine va rentrer. OK, en plus de d'autres affaires qui peuvent aussi augmenter. Exactement. OK, parfait. OK. Puis là, on parlait, on peut peut-être revenir à une fois que la réaction immunitaire a été déclenchée, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que la cellule présentatrice présente l'antigène méchant au lymphocyte T qui, lui, va déclencher la cascade inflammatoire. Donc, le lymphocyte T, lui, va sécréter ce qu'on appelle des cytokines, qui sont des armes là, qui vont vraiment être toxiques pour l'antigène, mais toxique aussi pour la paroi intestinale. Quand vous faites une guerre, il y a un champ de bataille, c'est ça. Vous ne tuez pas seulement des soldats. Des innocents aussi. Oui, tout à fait. C'est comme un poison, là. Exactement. Donc, on parle de facteurs de nécrose tumorale, on parle d'interleukine, on parle d'interférons. Ça, c'est les lymphocytes T. Et les lymphocytes T aussi vont recruter les lymphocytes B. Donc, c'est une autre sorte de lymphocytes qui, eux, sécrètent des anticorps. Et une partie des anticorps va être sécrétée contre la transglutaminase, qui est l'enzyme qui nous intéresse dans la maladie cœliaque. Et c'est des IgA anti-transglutaminase. Donc, la transglutaminase joue un rôle dans la maladie cœliaque, mais sert aussi de cible immunitaire et de marqueur. Pour nous, c'est bien pratique parce que c'est un marqueur de la maladie active, les antitransglutaminases. Quand on fait des prises de sang, c'est ça qu'on dose pour savoir. Donc, pour dépister une maladie cœliaque, le test que vous avez à faire, c'est de dépister les IgA antitransglutaminases. Puis là, vous pouvez, c'est un très bon test de dépistage en partie. Parce que c'est le type d'anticorps qui est sécrété en réponse à la cascade inflammatoire. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait quoi, un transglutaminase? Transglutaminase, dans le corps? Oui, tout à fait. C'est un enzyme qui est partout dans le corps. Okay? C'est un enzyme qui sert à réparer des protéines, dans le fond. Du processus de cicatrisation, ça stabilise les protéines de la cellule et autour de la cellule, ce qu'on appelle le cytosquelette. Et puis, donc, c'est un enzyme qui sert à tout. Et dans la maladie cœliaque, vous avez un type spécifique dans l'intestin, la transglutaminase de type 2, qui, elle, va faire que sur votre structure de gliadine, vous avez aussi, à la fin de la chaîne, ce qu'on appelle de la glutamine, qui est un acide aminé. Puis la transglutaminase va le transformer en acide glutamique. Pourquoi c'est important? C'est que ça confère une charge négative à la gliadine. Et le HLA DQ2, DQ8, il est très friand de ça. Donc, il devient beaucoup plus friand si la gliadine est chargée négativement. Et ça potentialise la cascade inflammatoire. Donc ça donne un boost. La réaction qu'il y avait déjà, tout à fait. Elle est augmentée ensuite. Tout à fait. Puis pour comprendre pourquoi c'est juste les HLA DQ2, DQ8, c'est que les gens qui n'ont pas ces récepteurs-là, ils n'ont pas les structures dans laquelle va, en bon français, fitter, va s'adapter, oui. S'emboîter. S'emboîter, merci, effectivement. S'emboîter la chaîne de protéines, la gliadine. Donc, s'ils n'ont pas cette structure-là, ils ne peuvent pas le reconnaître comme antigène qui est dangereux. Donc, la transglutaminase augmente cette affinité-là pour les récepteurs. Et vous en avez dans d'autres tissus aussi des transglutaminases. Par exemple, au niveau de la peau, vous avez les types 3 qui sont vus dans les gens qui ont la dermite herpétiforme qui est associée à la maladie cœliaque. Puis vous avez les types 6 au niveau du cerveau, dans le cervelet. Les gens qui font de l'ataxie avec la maladie cœliaque, on voit ces marqueurs-là. Donc, on voit que les transglutaminases sont actifs un petit peu partout dans l'organisme dans la maladie cœliaque. Donc là, les cytokines ont été envoyées. Oui. Là, après, les dommages que la maladie cœliaque fait. Donc, c'est ça. Donc, l'intestin devient comme un champ de bataille. Donc, vous allez avoir de la destruction cellulaire. Donc, vous avez plusieurs stades de la maladie, plusieurs stades de sévérité. Vous avez les stades que décrit un docteur Marsh.
MARSH, selon le degré de sévérité. Donc, le premier stade de sévérité, c'est le MARSH 1, OK, où là, c'est juste, il y a plus de lymphocytes, lymphocyte D, lymphocyte B, il y a plus de lymphocytes dans votre paroi intestinale. Stade numéro 2, on augmente la sévérité un petit peu, c'est les cryptes. On parlait des vallées puis des monts. Les vallées, c'est les cryptes. Elles vont s'allonger. Et à la fin, le stade 3, qui est le stade le plus, quand on regarde des biopsies, c'est eux qui sont le plus compatibles avec la maladie cœliaque. Donc là, vous allez avoir une atrophie des villosités. Donc, il faut comprendre que dans la maladie cœliaque, vous avez plus d'eau dans l'intestin, simplement parce que les cryptes, elles sécrètent de l'eau, OK, dans l'intestin. Donc, elles sont allongées. Et puis, les villosités, elles absorbent, elles sont atrophiées. Donc, vous perdez de la surface d'absorption, mais vous sécrétez plus aussi. Donc, vous allez vous retrouver avec plus d'eau dans l'intestin, donc plus de risque d'avoir des diarrhées, des ballonnements, des douleurs abdominales. Donc, c'est ça que ça fait la destruction intestinale. Donc, j'allais dire, automatiquement, quand tu es cœliaque, il faut que tu aies à la biopsie, il faut qu'on voit le MARSH de type 3. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas toujours. Okay. Le diagnostic de maladie cœliaque, c'est un ensemble de choses qui nous font dire « Ah, il y a une maladie cœliaque ». Parce que vous pouvez avoir un diagnostic de maladie cœliaque qui va être établi juste avec un MARSH 1, mais on a d'autres critères. Donc, c'est un ensemble. Les biopsies en tant que telles ne sont pas diagnostiques. Elles sont compatibles avec la maladie cœliaque. Vous pouvez avoir plein d'autres choses. Une gastroentérite, vous faites des biopsies, vous allez avoir une image de maladie cœliaque. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut rassembler plusieurs critères pour dire qu'il y a une maladie cœliaque. Là. OK. Puis, est-ce qu'on peut récapituler les critères? On en a peut-être parlé un peu tantôt, oui. Là, c'est pour ça. Fait que c'est quoi tous les critères de diagnostic? Les critères de diagnostic? Ouais. OK. Donc, c'est je veux juste revenir avant. vas-y. Je veux juste revenir avant sur la diarrhée. Oui. Parce que là, on dit, avec la maladie cœliaque, normalement, on a les cryptes allongées, donc plus d'eau. Oui. Puis les villosités diminuées, donc moins d'absorption des nutriments et de l'eau. Donc, plus de diarrhée, parce qu'en bout de ligne, il y a plus de liquide qui se rend jusqu'à la fin du tube digestif. Oui. Donc, pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas de diarrhée si normalement la maladie cœliaque fait ça? Tout à fait, c'est une très bonne question. La maladie cœliaque, ça se présente de plusieurs façons, dont de la constipation. Oui, qui est l'inverse. Complètement l'inverse. Il faut comprendre que l'intestin a une capacité d'adaptation. Et la maladie cœliaque, c'est une maladie du grêle proximal. Donc, c'est les premières parties de votre intestin qui suivent l'estomac. Le début. Oui. Fait que si le reste de l'intestin n'est pas touché, donc le grêle distal en particulier dans la maladie cœliaque, c'est beaucoup moins fréquent, et le côlon qui en général n'est pas touché, mais ces portions-là de l'intestin vont absorber le surplus d'eau. Il va compenser. Tout à fait. Il y a une capacité de compensation de l'intestin qui est importante. Donc, avant d'avoir de la diarrhée, il faut vraiment avoir un intestin qui est dont l'étendue de l'atteinte va être grande. Longue, ou vous avez une atteinte qui va être distale, genre une colite, OK, donc une inflammation de la dernière partie du côlon. Là, vous avez des diarrhées à coup sûr, alors que la grande partie du reste de votre intestin est complètement normale. Parce que cette portion-là, il n'y a pas d'autre chose qui va rattraper l'eau, qui va pouvoir réabsorber l'eau après. Donc, c'est ça. Donc, l'intestin est capable de compenser pour, mettons, éviter les diarrhées si jamais l'atteinte n'est pas assez longue. Mais par contre, ça, c'est grâce surtout au côlon, qui absorbe beaucoup d'eau. Oui. Mais, mettons, le côlon, par contre, si je me souviens bien, il absorbe moins de nutriments. Son rôle, c'est surtout d'absorber l'eau. Donc, on réussirait quand même pas à compenser pour la malabsorption des nutriments. Vous avez tout à fait raison. Donc, le grêle, c'est pour les nutriments. Le côlon, c'est pour l'eau. C'est ce qui aide à former des selles, le côlon. Et l'absorption des nutriments, c'est très peu, là. OK, il y a certains nutriments spécifiques, mais c'est vraiment le grêle qui vous aide à absorber. Donc, effectivement, vous pouvez avoir une maladie cœliaque avec de la constipation, puis par exemple, une anémie par manque en fer, parce que votre intestin grêle n'absorbe pas le fer. Donc, c'est un très bon point que vous donnez là. On peut y aller avec ce que tu disais sur les critères diagnostiques. Oui, on voulait y aller sur les critères diagnostiques, mais moi, je me suis trompée de mot, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ce qu'on avait déjà parlé tantôt. Oui. Les 3 facteurs, là. Fait
pour comme récapituler. environnemental, Oui, c'est ça. oui, C'est ok. ça que je voulais qu'on récapitule. OK, c'est bon. pas de problème. Fait qu'il faut qu'on mange du gluten. Oui, Il faut que peut-être les gènes HLA, DQ2 ou DQ8. tout à fait. Un des deux. Oui, Fait que quand ton corps, quand le gluten il rentre dans la barrière, il y a quelque chose qui est prêt à dire « Hey, moi, oui, j'aime pas ça. » reconnais. Fait que là, Tout on à fait. attaque. Puis là, après, il faut que tu aies la cascade inflammatoire qui est déclenchée. Tout à fait. Puis là, ça va peut-être aller à la question du diagnostic, là, mais c'est comment qu'on voit justement que c'est déclenché, c'est par les antitransglutaminases dans les prises de sang ou autre chose? C'est-à-dire, oui, la façon de dépister la maladie, c'est vraiment le dosage des antitransglutaminases dans le sang. Ça, c'est vraiment le test de dépistage par excellence. Ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans, là. Oui, c'est On ça, l'avait c'est nouveau, pas. ça. C'est nouveau. Fait que ça change complètement la vision qu'on a de la maladie cœliaque parce qu'on dépiste beaucoup plus de cas, beaucoup plus de gens qui sont très peu symptomatiques ou asymptomatiques, justement. Donc, quand il est dit qu'il faut absolument faire une biopsie, dans le fond, c'est pas nécessairement obligatoire si on dit que la transglutaminase par le sang. Non, c'est obligatoire. OK. C'est obligatoire chez la majeure partie des gens, mais le dépistage, c'est vraiment la première ligne. OK. Donc, on pense, est-ce que mon patient peut avoir une maladie cœliaque? Je lui fais faire une antitransglutaminase. Et puis, si ça remonte élevé, là, il doit passer à la biopsie parce qu'on doit quand même établir le diagnostic. Il faut se rappeler que la maladie cœliaque, c'est un gros diagnostic. Mhm. Puis c'est pas le fun. C'est pas le fun d'annoncer ça aux patients, puis c'est pour la vie. Et puis, ça prend vraiment des preuves solides pour dire vous avez une maladie cœliaque. L'autre chose, c'est que, comme dans tout test en médecine, c'est pas parfait l'antitransglutaminase. Donc, si c'est positif, il y a d'autres choses qui peuvent le rendre positif. Par exemple, des gens qui ont une cirrhose, des gens qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin, des gens qui ont des maladies auto-immunes. On parlait des problèmes de thyroïde, par exemple. Ça peut rendre le test positif alors que la personne n'a pas de maladie cœliaque. Donc, il faut faire attention. Donc, le diagnostic s'établit par des biopsies une fois que vous avez des anticorps positifs. Parfois, on va faire des biopsies, même si les anticorps antitransglutaminases sont négatifs, quand on a un doute très sérieux, style une histoire familiale prévalente avec quelqu'un qui fait de l'anémie ferriprive par manque de fer. Ça, on va faire une biopsie à ce moment-là. Et ça, chez la très grande partie des patients, c'est comme ça qu'on établit le diagnostic. Maintenant, chez les enfants, comme la gastroscopie, c'est un test quand même qui est invasif chez l'enfant, il faut faire une anesthésie générale. Les associations de pédiatrie maintenant se penchent de plus en plus vers un test sérologique avec des anticorps. Donc, quand les anticorps antitransglutaminases sont très élevés, on appelle ça 10 fois plus que la normale, on va répéter le test. On va répéter avec un autre test. On va essayer de valider ce résultat-là très élevé avec un autre test. On a d'autres tests dans le sang, les anticorps anti-endomysium, par exemple, et on fait des récepteurs HLA. OK? Puis, lorsque tout est élevé, positif, là, à ce moment-là, chez l'enfant, on peut émettre un diagnostic de maladie cœliaque. Est-ce que cet enfant-là, plus tard, il devra faire une biopsie pour comme un peu reconfirmer? Pour l'instant, non. On ne fait pas de biopsie de contrôle d'emblée, à moins qu'on ait des bonnes raisons. OK? Parce que là, on parle d'établissement du diagnostic, mais on confirme le diagnostic avec la résolution des anomalies. Les gens devraient avoir plus de symptômes lorsqu'ils retirent le gluten de leur diète. Ils devraient voir leurs anomalies biologiques. Par exemple, l'anémie va se corriger. OK? Les anticorps vont diminuer dans le sang. Fait que ça nous dit, oui, après plusieurs mois, c'était ça. OK? Puis, on n'a pas besoin d'aller refaire une biopsie. De toute façon, les patients ne courent pas nécessairement après une nouvelle gastroscopie, on se comprend. Fait que on fait pas ça. Et puis, on va refaire des biopsies si jamais il n'y a pas de réponse attendue, qu'on se pose des questions sur le diagnostic. Là, on peut refaire des biopsies. Puis on chercher comme une autre cause. Exactement, voir si c'est une maladie réfractaire, des choses comme ça. Donc, ça prend quand même, comme vous voyez, plusieurs étapes. Puis si vous prenez juste les anticorps ou juste les biopsies, on a vu que c'était pris isolément. C'est pas ça qui fait le diagnostic de la maladie cœliaque.
Donc, on peut vraiment pas... Donc, c'est pour ça que j'imagine établir un diagnostic, ça peut être long parce qu'il faut commencer une prise de sang. Oui. Ensuite, il faut faire la biopsie ou les tests génétiques, admettons, si on est un enfant. Plus une deuxième prise de sang pour reconfirmer qu'il y a plusieurs anticorps élevés. Oui. Ensuite, la biopsie. Puis ensuite, attendre de voir si si tout est résolu après avoir une diète sans gluten. Donc, c'est-à-dire que la diète sans gluten, en général, une fois qu'on fait la biopsie, des fois même, quand on fait la gastroscopie, on voit des replis du duodénum qui sont plus atrophiés. Puis on se dit, bon, il y a des bonnes chances. Fait que souvent, on dit aux gens, allez voir une nutritionniste spécialisée, commencez d'emblée le régime sans gluten, puis je vais vous confirmer ça à la réception des biopsies de l'histologie. Donc d'emblée, on réfère le patient à nutrition spécialisée dès qu'on a un doute sérieux pour justement commencer au plus tôt la diète sans gluten. Souvent, les gens veulent la commencer avant qu'on fasse les biopsies, par exemple. Puis ça, on est obligé de les retenir parce qu'ils ont tellement de symptômes qu'ils veulent s'améliorer. OK? Puis ils savent qu'on suspecte la maladie, mais on les retient jusqu'à la biopsie, puis après ça. Parce qu'il faut voir le problème. Tout à fait, tout à fait. Il y a une situation qui arrive relativement fréquemment puis qui est difficile pour nous, c'est de voir un patient qui se dit, j'ai la maladie cœliaque parce que dans ma famille, il y en a, j'ai des symptômes. Il a retiré le gluten après pendant 1 an, 2 ans, puis il vient nous voir, est-ce que j'ai la maladie cœliaque? À part les HLA, tout est négatif en général. Les anticorps vont être négatifs, les biopsies sont normales. On leur dit, ben oui, mais peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas. C'est du 50-50. Pour commencer le gluten, puis il faut faire les tests. On peut faire le challenge, c'est ce qu'on recommande. Il y a beaucoup de gens qui refusent, qui disent, regarde, je veux vivre avec ça. Puis souvent, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va surveiller les anticorps, antitransglutaminase. Ils suivent leur diète, puis on les suit comme des gens qui auraient une maladie cœliaque. On assume qu'ils ont la maladie. Puis à un moment, les patients ont le choix aussi, puis je les comprends. Mais oui, on ne peut pas les forcer à être malades. Tout à fait, tout à fait. Puis, moi, ça m'a amené une question quand que, justement, tu sais, après un bout de temps, il n'y a plus aucun dommage, tout ça. Quand on prend du gluten, est-ce que c'est le même nombre à peu près de temps pour chaque personne? Est-ce que l'intestin redevienne normal? C'est quoi à peu près le temps? Bon, là, c'est très variable. Je vous dirais, chez les enfants, la résolution, donc la normalisation de l'intestin et des anticorps, par exemple, est beaucoup plus rapide que chez l'adulte. Probablement, c'est une question de durée de temps que la maladie a été active. Et aussi, le taux d'anticorps, par exemple, ou quand on parle d'un marche 3, donc le stade le plus sévère, il y a des gradations aussi dans ce stade-là, où ça peut être très sévère. Fait que plus vous partez de loin, plus ça prend du temps. Okay. Donc, vous avez des patients en dedans de 3 à 6 mois qui ont complètement normalisé les anticorps. Les biopsies, ça prend en général un petit peu plus de temps, mettez 1 à 2 ans. Puis il y a des gens chez qui j'ai vu, moi, 3 ans avant de normaliser leurs anticorps parce qu'on part de très loin. Puis actuellement, les laboratoires au Québec vont donner un chiffre de transglutaminase au-dessus de 100, au-dessus de 200. Fait qu'on ne sait pas vraiment le chiffre réel duquel ils partent pour arriver à la normale. Tu pourrais commencer à 2000. Là, ils peuvent commencer à 2000, puis quand on suit la diète sans gluten, l'alimentation sans gluten, en général, on calcule 3 à 6 mois pour diminuer de 50% le taux d'anticorps. Fait que si vous partez de très haut, ça prend quand même du temps, là. Ouais, okay. Et puis, il y a des gens aussi qui restent très sensibles au gluten, fait que les anticorps restent toujours un petit peu élevés. Fait que des fois, ça peut être très long. Puis, ça décourage les gens, mais on se fie quand même aux symptômes, aux anomalies biologiques comme l'anémie qui s'est corrigée. Fait que ça, c'est déjà très encourageant. OK, pour les patients. Fait qu'on est un petit peu comme un coach, disait, faut pas lâcher, on y arrive, mais la très grande majorité du temps, on finit par normaliser complètement. OK. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon,
bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie, que la personne, elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire. Ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis, avec le temps, ils ont développé une expertise pour que, justement, on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Fruits d'Or. On adore leurs produits Sour Crown et Fruit Crown. C'est des canneberges faites de vrais fruits, riches en fibres, qui sont naturellement sans gluten et faites dans une usine avec 0 gluten. Ça goûte vraiment le bonbon, mais c'est des collations santé. Ils sont disponibles chez Métro, IGA et Avril. Analysé complètement. OK, fait que tu deviens comme une personne, dans le fond, sans maladie, en santé. Oui, sans maladie, en autant qu'on suive continue le régime sans gluten. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça qui est la clé. Puis je me demandais si ça prend à peu près 1 à 2 ans en moyenne avant que les villosités, dans le fond, l'intérieur de l'intestin redeviennent comme avant. Oui. Comment ça que les symptômes, eux, diminuent plus vite? C'est une bonne question. Beaucoup de patients, dans quelques semaines, là, ils n'ont plus de symptômes. Et tandis que l'intestin est encore très malade, il n'y a pas une bonne corrélation entre l'atteinte intestinale qu'on voit aux biopsies puis les symptômes. Et du point de vue de l'anémie, ça va se corriger dans quelques mois. Puis les anticorps, ben, ça prend 1 an, 2 ans. Puis les biopsies, ça peut être un petit peu plus long. Fait que il n'y a pas une bonne corrélation. Puis ça, je n'ai pas de bonne réponse à vous donner, malheureusement. Je ne sais pas si l'esprit humain fait que, comme il y a une bonne différence, il dit « Oh mon Dieu, j'ai plus de symptômes, j'ai vécu avec tellement de symptômes. » Oui, c'est déjà une amélioration, c'est beaucoup pour les patients. Fait qu'ils se disent « Je suis capable de vivre avec un certain degré d'inconfort. » Et puis, il ne voit plus de problème à ce moment-là, mais ça, c'est classique chez les patients. Fait que peut-être on peut se diriger vers justement les différentes présentations chez les patients. Oui, les différentes présentations, si vous prenez les modes de présentation, ben vous avez de façon classique là, l'iceberg de la maladie cœliaque. Pourquoi iceberg? C'est que la base, c'est chez les gens qui sont porteurs des HLA, des Q2 et des Q8. C'est des sujets complètement asymptomatiques. On appelle ça des sujets sains. Ça, c'est 25 à 40 % de la population générale qui est porteur des HLA, des Q2 et des Q8. Et si vous prenez... Énorme. C'est énorme. Puis seulement 1 % de la population générale va faire la maladie cœliaque. Okay. Donc, c'est ça l'iceberg, la pointe. Au bout, des gens qui sont symptomatiques, maladies actives, puis au bas, les gens qui n'ont pas de symptômes. Un petit peu plus haut que les sujets sains, vous avez les maladies potentielles. Ceux-là, ils ont des anticorps positifs ou non, avec des HLA, des Q2, des Q8. C'est souvent des gens qui ont déjà fait la maladie cœliaque, puis qui est devenue inactive totalement, puis des fois, c'est des gens qui peuvent même tolérer le gluten. L'exemple classique, c'est un enfant qui a été diagnostiqué de maladie cœliaque, qui, pendant l'adolescence, est capable de tolérer le gluten. Ça arrive presque tout le temps que les adolescents cœliaques vont manger du gluten, puis bizarrement, ils tolèrent bien. Puis si on leur fait un dosage d'anticorps, c'est des anticorps qui peuvent être négatifs ou faiblement positifs, puis la biopsie demeure normale. Mais ils ont quand même la maladie cœliaque. Ils ont la maladie cœliaque, ça a été diagnostiqué. On appelle ça la phase lune de miel, honeymoon en anglais. Et puis, ça, c'est écrit dans le ciel que la maladie va se réactiver à l'âge adulte. Donc, c'est mieux qu'ils continuent leur régime sans gluten, mais est-ce que vous voulez expliquer ça à un adolescent qui n'a pas de symptômes quand il mange du gluten? Oui. Il a envie de revenir normal. Il a envie de revenir normal puis de fêter avec ses amis. Fait que c'est et après, ça se réactive. Puis là, il faut juste ça se réactive. J'en ai vu, moi, une dame de 40 ans, je me rappelle encore, qui a une maladie cœliaque active, qui dit oui, je l'ai eu à l'enfance, le diagnostic, mais j'ai toléré le gluten sans problème jusqu'à maintenant. Puis là, je me retrouve à nouveau avec des symptômes. Et c'est cette phase-là, ça, c'est le système immunitaire qui a décidé qu'il ne reconnaissait plus le gluten comme étant dangereux. Fait qu'il tolère. Puis mettons, pour les personnes
qui sont asymptomatiques, parce que là, maintenant, je parle pour moi, là. Oui. Parce que moi, j'ai été diagnostiquée asymptomatique, Oui. mais à la biopsie, j'avais des dommages. Tout à fait. Est-ce que... C'est la même chose pour eux? Ça veut dire que... Ça, c'est pas la même chose. Parce que je tolérais le gluten, mais j'avais quand même... C'est-à-dire que vous étiez à ce qu'on appelle une phase silencieuse. Donc, vous n'aviez pas de symptômes de la maladie cœliaque et vos biopsies étaient anormales. OK? Ouais. Et vous avez le même danger de complications si vous continuez le gluten que quelqu'un qui a plein de symptômes. OK? Donc, et c'est ça qui est difficile, la maladie cœliaque. Des fois, les phases peuvent varier dans la vie. Puis, vous pouvez ne pas avoir de symptômes, puis être diagnostiqué par la bande. Genre, vous pouvez avoir une maladie auto-immune, genre une maladie de la thyroïde. Et puis, c'est une maladie cœliaque qui est juste à côté. Parce que les maladies auto-immunes, ça vient souvent ce que j'appelle une valise. Oui. OK. Vous pouvez avoir un problème de thyroïde puis un problème de foie auto-immun. Maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, puis ça vient avec. Puis, juste au-dessus, vous avez ce qu'on appelle les maladies non classiques, où vous pouvez avoir juste un symptôme. On parlait de l'anémie ferriprive isolée, sans autres symptômes digestifs. Okay. Pourquoi? On ne le sait pas. La dermite herpétiforme, c'en est une. Okay. Souvent, les gens ont juste des problèmes de peau. Ils n'ont pas de problème d'intestin. Ils sont très frustrés de devoir suivre la diète sans gluten parce qu'ils ne voient pas de différence, sinon que la maladie de peau va répondre. Et au-dessus de ça, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de malabsorption. Donc, diarrhée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte de poids, un retard de croissance chez l'enfant. Puis ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la présentation la moins fréquente de la maladie cœliaque. La plus reconnaissable. La plus reconnaissable. Ouais. Puis, si vous prenez il y a 50 ans, c'était juste cette petite pointe-là qui était reconnue comme maladie cœliaque. Mais je pensais que c'était elle qui était encore la plus répandue. Pas du tout. C'est la forme non classique. C'est celle avec un symptôme ou les maladies associées qui se présentent. Donc, la phase de la maladie cœliaque a changé en 50 ans et grâce aux tests de dépistage. On dépiste beaucoup plus de types de maladies. Donc, on s'aperçoit que les gens ont de moins en moins de symptômes ou pas de symptômes du tout. Votre exemple en est un bon. Et puis, ils ont la maladie cœliaque pareil. Donc, on voit de plus en plus de cas de ce type-là. Donc, la forme typique est maintenant la forme la plus rare. La forme la plus rare, je vous dirais heureusement, parce que retrouver quelqu'un, à un moment, c'était de la dénutrition majeure, de la cachexie, perte de poids, des gens qui peuvent avoir des grosses carences nutritionnelles. Puis, on avait juste les biopsies avant. Okay, donc, on faisait juste des biopsies duodénales chez ces patients-là. Maintenant, avec les anticorps, on a élargi beaucoup le spectre de la maladie. Donc, c'est ça. Donc, ça, on revient un peu à la phase lune de miel. Oui. Donc, ces patients-là, c'est pas comme les patients asymptomatiques où il y a des dommages, mais ils n'ont pas de symptômes. Non. Eux, dans le fond, c'est vraiment une lune de miel où il n'y a aucun dommage qui est fait malgré la prise de gluten. Tout à fait. Donc, les biopsies vont être normales. Faut pas publiciser trop ces cas-là, mais de toute façon, chez quelqu'un qui a la maladie cœliaque, qui est en rémission puis qui reprend du gluten, il va le sentir assez vite. En général, les symptômes sont dans les heures qui suivent l'ingestion du gluten, il va avoir des symptômes. Puis, en général, il ne veut pas en reprendre. Donc, c'est vraiment chez les gens qui ont pas de symptômes au gluten. Je vous dirais, c'est des gens qui doivent être particulièrement motivés parce que si tu manges du gluten et tu n'as pas de symptômes, ça devient difficile de dire « je veux vraiment suivre mon régime strict » parce que tu ne sais pas ce qui se passe en dedans. C'est ça le problème. Oui, tu dois tout le temps te dire « il faut que je le fasse pour... » Tout à fait. Pour éviter qu'un jour, peut-être... J'ai des problèmes, effectivement, des complications. Fait que peut-être on peut passer à travers on en a dit quelques-unes, mais les différents comme symptômes un peu... Tout à fait. Les symptômes possibles. Tout à fait. Donc, vous avez plusieurs modes de présentation. Vous avez le syndrome de malabsorption, on l'a vu quand même, diarrhée, etc.
toutes les carences nutritionnelles qui ont été décrites, en particulier le fer, le calcium, vitamine D, magnésium, c'est des choses qui peuvent être carencées. Chez l'enfant, le retard de croissance. Donc ça, c'est vraiment le syndrome de malabsorption, l'ostéoporose, l'anémie féribrive. OK? Vous avez des symptômes gastro-intestinaux atypiques. Un côlon irritable qu'on suit comme clinicien pendant 20 ans, si vous n'avez jamais fait un dépistage de maladie cœliaque, il faudrait peut-être le faire parce que la maladie cœliaque peut se cacher en dessous de ces symptômes-là. Donc, alternance de diarrhée, constipation, mal de ventre, ballonnement, des gens qui ont ce qu'on appelle de la dyspepsie, la difficulté à digérer. Pendant longtemps, là, ça répond plus ou moins au traitement habituel, ça vaut la peine de dépister. Et enfin, vous avez aussi les manifestations extra-intestinales. Et ça, c'est pas facile à diagnostiquer. Donc, dermite herpétiforme, ça, c'est classique, c'est vraiment associé à la maladie cœliaque. Ça, c'est réglé, mais... Ça ressemble à quoi, la dermite? Dermite herpétiforme, c'est une bonne question. C'est quand on l'a, on le sait. C'est des toutes petites bulles sur la peau. Ça contient, on appelle ça des vésicules, ça contient de l'eau et ça pique, c'est effrayant. OK? Pour ça qu'on l'appelle herpétiforme, parce que ça pique comme de l'herpès. J'ai jamais eu de l'herpès, mais ce qu'on me raconte, c'est que ça pique pas mal. Et puis, les gens, finalement, vont gratter, puis il va y avoir de l'eau qui va sortir des vésicules. En général, la majeure partie, c'est les avant-bras, mais ça peut se trouver à peu près n'importe où sur le corps, le tronc, les cuisses, tout ça. Mais ça pique vraiment beaucoup. Puis, si vous allez voir un dermatologue, il fait une biopsie, puis il voit qu'il y a des transglutaminases de type 3. Ouais, ils vont se retrouver Ils vont se retrouver au niveau de la peau, puis il nous l'envoie souvent pour dire « J'ai une dermite herpétiforme, peux-tu vérifier que la maladie cœliaque n'est pas active? » Je vous dirais la très grande partie des gens qui ont une dermite herpétiforme, pour moi, c'est un équivalent de maladie cœliaque, une dermite herpétiforme, parce qu'au-dessus de 85% là, ont des lésions intestinales. Et de toute façon, il faut qu'ils suivent une diète sans gluten parce qu'ils sont sensibles à la gliadine, parce que les transglutaminases sont activées. Donc, il faut qu'ils retirent le gluten. Même si ce n'était pas une maladie cœliaque, il faudrait quand même qu'ils suivent la diète sans gluten. Tout à fait. Donc, si les biopsies intestinales sont normales, malgré tout, on leur recommande le régime sans gluten parce que de toute façon, la maladie cutanée va répondre au retrait du gluten. OK? Fait que ça, on les informe sur ça. Donc, vous avez la dermite herpétiforme, mais vous avez aussi, de façon assez surprenante, des atteintes neurologiques, des atteintes psychologiques. Atteintes psychologiques, là, ça passe de la dépression, de la fatigue, ça c'est fréquent, des gens irritables, de la tristesse. Moi, j'ai justement Madame Laflamme, qui était l'ancienne présidente de la Fondation québécoise. Elle racontait qu'avant qu'ils connaissent le diagnostic de la maladie cœliaque, les repas en famille commençaient d'humeur joyeuse et se terminaient toujours en pleurs. Parce que la majorité des gens étaient atteints de la maladie cœliaque, fait qu'ils partaient tous à pleurer sans savoir pourquoi. Là, ça pleurait, puis ils ne savaient pas pourquoi. Fait que c'est comique, mais effectivement, c'est impressionnant comme impact sur le psychologique. Puis vous pouvez avoir des atteintes neurologiques, soit par des carences nutritionnelles, donc des neuropathies périphériques, les névrites, là, les gens qui ont les mains, les pieds engourdis, par exemple. Et vous pouvez avoir des troubles de démarche. L'ataxie au gluten, c'en est une. Donc, il y a plusieurs manifestations. Je vous dirais la plus fréquente, c'est les céphalées. Des gens qui ont des migraines en mangeant du gluten. Ce qu'on appelle le brouillard cérébral, être un peu confus après avoir ingéré du gluten. En anglais, ça s'appelle le brain fog. C'est un beau terme pour dire qu'on est confus. Donc, ça, c'est les atteintes neurologiques. Vous pouvez retrouver des maladies cœliaques en clinique d'infertilité. Des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il faudrait qu'il y ait un dépistage de maladie cœliaque. Maintenant, je pense que c'est assez accepté dans les cliniques d'infertilité, mais c'est assez récent. Ils peuvent avoir des complications pendant leur grossesse, des accouchements prématurés, des retards de croissance in utero. Donc, ça, c'est les impacts de la maladie cœliaque, alors qu'ils n'ont aucun symptôme digestif. Donc, c'est assez impressionnant. Et quand on se dit, il y a de plus en plus d'infertilité,
Est-ce que la maladie cœliaque, elle a comme un lien par rapport à ça? On sait-tu c'est quoi la proportion de gens qui sont infertiles puis que c'est dû à la maladie cœliaque? Non, j'ignore ce pourcentage-là. Ça serait intéressant de l'étudier, mais dans les cliniques d'infertilité, probablement qu'ils pourraient tenir des chiffres là-dessus, savoir dans leur proportion, parce qu'il y a toujours un bilan. Quand une femme infertile arrive, savoir qu'est-ce qui est fait. Ce serait intéressant d'avoir la prévalence de la maladie cœliaque chez les femmes infertiles, mais c'est un des tests qu'on doit éliminer. Vous pouvez aussi avoir des enzymes hépatiques qui vont être élevées. Donc, nous, quand on a un patient qui a des enzymes hépatiques élevées, on va demander une antitranslutaminase pour éliminer la maladie cœliaque, au même titre que les virus qui donnent des hépatites, le questionnement sur l'alcool, des choses comme ça. Donc, ça fait partie de ça. Puis aussi, vous avez des maladies auto-immunes qui sont associées. Donc, le diabète juvénile, les problèmes de thyroïde. Le diabète juvénile, c'est-tu le type 1? Le type 1, effectivement. Donc, c'est les enfants, les enfants jeunes adolescents qui vont être obligés de se donner de l'insuline d'emblée. Donc, ça, c'est une maladie auto-immune qui est associée à la maladie cœliaque. C'est à peu près 5% le rapport. Donc, 5% des diabètes juvéniles ont la maladie cœliaque. Quand même. Et c'est 6% des maladies cœliaques ont un diabète juvénile. Donc, à l'inverse, c'est à peu près autour de 5%. Mais à Sainte-Justine, par exemple, ils vont dépister pour la maladie cœliaque tous les diabétiques juvéniles. Donc, est-ce qu'on fait la même chose quand quelqu'un a un diagnostic de maladie cœliaque, on dépiste automatiquement pour d'autres maladies auto-immunes comme le diabète ou non? Ben, écoutez, la glycémie fait partie du bilan biologique habituel. On va le voir assez vite. Comme la majeure partie des cœliaques qui sont diagnostiqués, c'est à l'âge adulte. Ils ont eu le temps de faire leur diabète juvénile, donc on l'aurait su avant. Mais effectivement, la glycémie fait partie du bilan. Fait que si on se pose la question... Donc, c'est souvent plus un enfant diabétique que là, tout à fait. On va découvrir aussi maladie cœliaque que l'inverse, une personne cœliaque, puis là, on découvre un diabète. Tout à fait. C'est presque toujours dans le sens que vous l'avez décrit. OK. Fait que, et puis, vous avez des anomalies chromosomiques aussi qui ont des associations avec la maladie cœliaque. La trisomie 21, le syndrome de Down, le syndrome de Turner. C'est des patients qui peuvent avoir une maladie cœliaque. Fait que ça peut être compliqué à la fois de faire le diagnostic chez ces patients-là, parce que passer une gastroscopie à une trisomie 21, pour en avoir fait l'expérience quelques fois, c'est pas plus drôle qu'il faut. Ça demande de l'adaptation. Ça prend beaucoup d'adaptation, puis surtout que le patient soit assez calme, là, et puis aussi le suivi de l'alimentation sans gluten chez ces patients-là, c'est pas toujours évident. Fait que, mais c'est des anomalies qui sont associées, on sait pas pourquoi. Fait que là, ça, c'est les différentes présentations possibles de la maladie cœliaque. Dans le fond, quasiment n'importe quoi. Là. C'est quasiment n'importe quel symptôme pourrait être la maladie cœliaque. Est-ce que tous ces symptômes-là, à la prise de la diète sans gluten, est-ce que ils vont tous disparaître? Là, en ignorant mettons la trisomie 21 puis le syndrome de Turner, que eux, c'est génétique, fait qu'on peut pas rien changer, là, mais tous les autres symptômes, est-ce que c'est tous des symptômes qui vont disparaître ou il y a certains symptômes qui vont perdurer même? C'est ça. Donc, si vous prenez toutes les carences nutritionnelles associées, on s'attend, dans la majorité des cas, que ça se normalise. Donc, quand l'intestin se normalise, il est capable d'absorber tout. Fait qu'on s'attend à ce que ça se normalise avec le temps. Par contre, si vous avez, par exemple, une atteinte neurologique, les névrites, là, même si vous corrigez le déficit nutritionnel qui est associé à ça, ça peut ne pas se corriger. L'ataxie au gluten, beaucoup sont irréversibles. Donc, c'est ça, c'est pas toujours réversible. Les maladies auto-immunes associées à une maladie cœliaque. Donc, si vous avez une maladie cœliaque active, puis vous développez un problème de thyroïde, le problème de thyroïde est indépendant. Le diabète juvénile est indépendant. OK? Donc, même si vous corrigez la maladie cœliaque, ça reste là. Donc, ça a un impact quand même qui est majeur. OK? Donc, c'est pas toujours réversible. Et c'est pour ça que des gens qui restent avec une maladie active, on les motive avec ces chiffres-là. Là. OK? Parce que plus on reste avec une maladie auto-immune active, plus il y a d'autres choses qui vont apparaître. Et des choses qui peuvent ne pas se corriger.
OK, donc... Fait qu'on veut le prendre le plus vite possible. Tout à fait. Le suivre, la diète, le plus vite possible pour éviter qu'il y ait d'autres nouveaux problèmes qui apparaissent. Ça, c'est bien démontré que l'apparition de pathologies auto-immunes, par exemple les problèmes de thyroïde, arthrite rhumatoïde associés à la maladie cœliaque, c'est en corrélation directe avec la précocité du diagnostic. Donc, moins vous avez longtemps une maladie cœliaque active, moins vous risquez de développer des anticorps contre d'autres choses. Donc, ça, c'est un facteur qui est quand même très intéressant. Puis, admettons, les choses comme le brain fog puis l'infertilité, ça, est-ce que c'est réversible ou irréversible? En général, oui. OK. Pour le brain fog, ça devrait normalement complètement se résoudre. Moi, c'est ce que j'ai vu dans mes patients. Pour l'infertilité, ça dépend de la cause. Parce que vous pouvez avoir une atteinte ovarienne auto-immune aussi associée à la maladie cœliaque, puis ça, c'est irréversible. C'est heureusement rare, mais c'est irréversible. Puis est-ce que pour les symptômes plus neurologiques, on parlait qu'il y avait, je pense, c'était l'antitranslutaminase de type 6. Tout à fait. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait ça dans tes prises de sang si tu as un symptôme neurologique pour comme faire c'est à cause de la maladie cœliaque que j'ai ce symptôme-là? Ou mettons quelqu'un qui est asymptomatique, puis là, ça sent un peu confus après dire peut-être que c'est le gluten. C'est pas nécessairement retrouvé dans le sang. Le transglutaminase 6, je pense que oui. La transglutaminase 3 de la peau, ça, pour des métaphysiques, c'est vraiment au niveau de la peau. Fait que c'est pas tous les types de transglutaminase qui vont être retrouvés dans le sang. Mais atteinte neurologique, ataxie, c'est vraiment l'antitransglutaminase 6. Fait que tu le saurais que c'est relié comme au diagnostic, probablement qu'ils vont te le dire. Écoutez, le test pour l'antitransglutaminase 6 c'est fait dans des milieux très spécialisés et au Canada, je pense qu'il y a juste Hamilton et McMaster qui le font. Ou en Angleterre, où vous avez des spécialistes, là, des atteintes neurologiques, parce qu'on s'entend, c'est très pointu comme sujet. Mais c'est dans ces milieux-là que c'est fait. C'est pas obligatoire d'avoir fait ce test-là pour dire que le symptôme neurologique est relié à la maladie cœliaque. Non, tout à fait. En général, ce qui va se passer, c'est les gens ont des symptômes, par exemple de l'ataxie, des troubles de démarche. Ils vont passer, par exemple, une résonance magnétique, puis on va voir qu'il y a des anomalies au niveau du cervelet. À l'imagerie, il va y avoir des anomalies. Et puis là, on va pouvoir quand même déduire si une maladie cœliaque que c'est possiblement ça. Et au retrait du gluten, il peut avoir une amélioration aussi et des symptômes et de l'imagerie. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Parfait. Peut-être on peut, maintenant qu'on a dit les symptômes, puis on a dit, admettons, comme type de complication possible, si la maladie comme continue d'évoluer, si on a d'autres maladies auto-immunes ou d'autres de ces symptômes-là qu'on a nommés qui peuvent apparaître, est-ce qu'il y a d'autres complications possibles liées à la maladie cœliaque? Ben écoutez, on a vu quand même pas mal de choses, les carences nutritionnelles, tout ça. L'autre grosse complication d'une maladie active pendant longtemps, c'est le cancer. Donc, le lymphome intestinal en particulier, ça, c'est des lymphocytes qui vont développer une tumeur. Donc, c'est des lymphocytes qu'on appelle monoclonaux. Et donc, il y a juste une espèce de lymphocyte qui va se proliférer puis devenir une tumeur au niveau de l'intestin. C'est le cancer le plus fréquent associé à la maladie cœliaque. Et ce qu'on appelle l'adénocarcinome, là, c'est les glandes dans l'intestin qui vont devenir cancéreuses. Heureusement, ça demeure très rare. OK, même chez des gens qui ont des maladies actives. Puis moi, les cas que j'ai vus de lymphome ou d'adénocarcinome, c'est des patients d'autour de 70 ans qui savaient pas qu'ils avaient une maladie cœliaque. Et le cancer est devenu... Ils sont présentés avec leur cancer. Donc, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils avaient une maladie cœliaque et puis ça a été actif pendant des dizaines d'années puis ils sont présentés comme ça. Ça demeure quand même des exceptions parce que le lymphome intestinal, c'est quand même rare. C'est vraiment juste intestinal, c'est pas côlon, estomac. Tout à fait. Mais après, c'est-tu des cancers qui peuvent métastaser? Comme n'importe quel autre cancer. Donc, ça, tout dépendant du stade où vous le trouvez. Heureusement, l'intestin est relativement petit, puis des tumeurs, ça grossit, fait que ça bouche l'intestin, fait que les gens se présentent avec un blocage de l'intestin. On le trouve vite quand même. Fait on peut le trouver relativement vite, puis juste avec la chirurgie, puis une bonne chimio après, en général, les gens peuvent assez bien s'en sortir. Quand c'est plus étendu, là, c'est un plus gros problème, comme n'importe quel cancer. OK. Puis moi, ça m'amène à une question.
souvent qu'on se fait poser « Ah, est-ce que tu as le droit de tricher juste un petit peu? » Puis de toute façon, quand tu en mangeais du gluten avant, fait que ça s'est réparé. Pourquoi là, tu pourrais pas en manger un tout petit peu puis ça va se réparer? Comment ça marche ça? Comment expliquer à quelqu'un que non, donc, ça peut jamais? Quand on parle de maladie cœliaque qui est traitée, donc où vous retirez le gluten, votre maladie est en rémission. Ouais. Elle n'est pas guérie. OK? Donc, on ne peut pas retoucher au gluten, OK? Sans conséquences potentielles. OK? Donc, ça, c'est vraiment... puis même il n'y a pas si longtemps, je voyais des patients arriver dire « Ben, mon médecin m'a dit que j'étais guéri, je peux reprendre le gluten. » Non, c'est pas une guérison. C'est pas vraiment la notion qu'il faut avoir. Là, donc, c'est pas comme une guérison. les autres maladies auto-immunes. Tout à fait. Donc, il faut éviter que l'antigène rentre dans la paroi intestinale puis déclenche la cascade inflammatoire. Donc, je connais personne, et puis je connais même des nutritionnistes qui ont la maladie cœliaque qui ne se sont pas contaminés. Donc, ça arrive, des accidents, puis on ne sait pas, on mange quelque chose au restaurant, en voyage, puis on se contamine. Ça va arriver. Ça va arriver, OK? Puis il s'agit pas c'est pas dramatique, là. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent, mais c'est pas dramatique. Et puis, la majorité des gens vont avoir des symptômes. Parce que justement, ils vont être très, très sensibles au gluten, ces gens-là, parce que l'intestin s'est normalisé. Si vous prenez quelqu'un qui a une maladie cœliaque active, qui prenne plus ou moins de gluten, ça ne change strictement rien à l'inflammation dans l'intestin. Par contre, quand un intestin de patient qui a une maladie cœliaque s'est complètement normalisé, puis il voit du gluten arriver, là, la cascade inflammatoire est enclenchée. Là, il y a une grosse différence dans les symptômes. Les patients vont être symptomatiques en général et ils vont avoir des douleurs, des diarrhées, nausées, vomissements, des maux de tête. Les symptômes, en général, en dedans de 2 jours, c'est terminé parce qu'ils ne vont pas reprendre de gluten en général, avoir été comme ça. Et puis, c'est tout. Sur du moyen-long terme, ça n'a pas de conséquences. Moi, je n'ai jamais vu d'anticorps s'élever chez des gens qui m'avaient décrit une contamination rare. Il n'y a pas d'études, par exemple, sur les biopsies à ce moment-là, parce qu'il faudrait qu'on leur fasse manger une contamination. Là, ça serait pas éthique. Ce serait pas vraiment. Puis je pense pas qu'il y ait grand patient qui veuille participer à ça, mais on peut s'attendre, si on avait fait ça, on peut s'attendre que c'est comme une infection. OK? Donc, un virus qu'on attrape, puis l'intestin va se normaliser en dedans de quelques semaines. OK? Donc, il va être inflammé, puis il va se normaliser en dedans de quelques semaines, ce qu'on voit dans une gastroentérite. Donc, quelqu'un qui a une infection intestinale, on attend souvent 2 mois pour être sûr que tout est guéri. On fait des biopsies, puis c'est normal. Donc, c'est à ça qu'on doit s'attendre. Mais les symptômes, en dedans de quelques jours, sont finis. Puis si on fait des anticorps quelques mois après, pour voir si la maladie cœliaque s'est réactivée, en général, c'est non. Le pire scénario, c'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes et qui prend des tout petites doses de gluten pour dire « Ah, je suis capable d'en tolérer un petit peu, j'ai pas de symptômes. » Et ça, à moyen terme, vous pouvez réactiver complètement la maladie. J'explique toujours aux patients, moi, que la maladie cœliaque, c'est comme un train. C'est long à arrêter, puis c'est long à repartir. Mais une fois que le train est reparti, là, ça roule. Ça roule, il ne va peut-être pas arrêter à nouveau. Okay? Donc, on peut se retrouver chez des gens qui ont réactivé leur maladie, qui se retrouvent en maladie réfractaire. Même s'ils arrêtent le gluten, ça peut ne pas s'arrêter, puis ils ont le risque de développer toutes les complications associées à la maladie cœliaque, les maladies auto-immunes, les carences nutritionnelles. Malgré l'arrêt du gluten. S'ils sont réfractaires. S'ils sont réfractaires, ça pourrait être une petite partie. Le risque de maladie réfractaire chez ces gens-là qui ont arrêté le gluten et de cancer est quand même minime, je vous dirais nul. C'est plus des maladies réfractaires où ils vont avoir encore des atteintes au niveau de l'intestin, mais pas de... La maladie va rester active, mais le risque de cancer est quand même faible. Okay. C'est juste qu'à un moment donné, ils vont rester avec des symptômes de risque de carence nutritionnelle, même s'ils ont retiré le gluten. Fait que c'est un problème, ça, chez ces gens-là. Puis, une personne qui est asymptomatique de base, comme elle ne peut pas savoir si elle se contamine, c'est ça le problème. C'est le scénario le plus difficile. C'est les patients que je trouve le moins chanceux. Parce que c'est vrai, parce que non, mais quand vous prenez du gluten, vous avez des symptômes, vous le savez tout de suite, vous avez un feedback immédiat.
Mais si vous n'avez pas de symptômes avec le gluten, c'est plus difficile de savoir si vous suivez la diète sans gluten de façon adéquate. Les moyens de le savoir, c'est vous faites doser vos anticorps, tout simplement. OK. Puis ça reste négatif, bien on sait que vous suivez le régime Il pourrait sans pas gluten. avoir des anticorps négatifs puis une biopsie qui n'est pas Écoutez, correcte. je vous dis pas que ça peut pas exister, mais si vos biopsies se sont normalisées, puis les anticorps sont négatifs, OK, une fois que... le risque, qui est quand même une assez bonne corrélation, c'est pas parfait, les antitranslutaminases, même pour le suivi, c'est loin d'être parfait, mais c'est quand même un bon test. L'autre chose, c'est on regarde pas juste les anticorps, on regarde si les gens font de l'anémie, s'il y a d'autres déficits nutritionnels qui apparaissent. Ça nous dit que l'intestin est en souffrance, parce que c'est la première chose qui va apparaître. OK, parfait. Puis quand on parle de petites contaminations de jour en jour, que ça peut faire qu'il y ait une maladie réfractaire qui revient, mettons, est-ce que on peut savoir c'est à peu près combien la quantité, mettons, maximum? Ben, la dose seuil, c'est pas beaucoup le gluten. Hein? C'est la valeur d'un dissous. Mais dans ma tête, c'est tellement plus que ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était une miette de pain par jour maximum. Mais un dissous, c'est beaucoup de gluten. Si vous prenez un dissous plat, c'est pas beaucoup. Oui, je sais pas. C'est vrai que c'est petit, c'est un dissous, mais c'est quand même... Mais c'est on calcule 10 à 50 mg parce que ça dépend. Il y a des gens qui sont plus sensibles au gluten que d'autres. Puis on le sait pas, on est Exactement. Fait que si vous prenez 50 mg, c'est probablement le dissous qui fait une petite sphère, là. Okay. Donc, qui fait une petite bulle. Puis ça, c'est vraiment la quantité minimale. Okay. Mais c'est dans toute une journée. Fait que vous pouvez... Il y a plein de micro-contaminations. En bout de ligne, on atteint le... Exactement. C'est que ça, il faut penser. Ouais. Puis le gluten peut se cacher dans beaucoup de choses aussi. Ouais. Les médicaments, le dentifrice. Donc, faut vraiment... C'est pas tant que ça. Okay. Fait que... mais c'est la dose seuil qui est... au-dessus de laquelle on ne devrait pas aller. On va faire une petite pause pour préciser un peu les chiffres sur la contamination croisée avec les données de Cœliaque Québec. Donc, le seuil de tolérance par jour pour une personne qui est cœliaque est effectivement de 10 à 50 mg de gluten. On dit souvent que c'est le quart d'un dissous pour la contamination quotidienne. C'est plus qu'une miette de pain. Mais il faut se rappeler qu'il y a des traces de gluten dans les produits sans gluten. En effet, la consommation de produits contenant moins de 20 ppm de gluten permet aux personnes cœliaques de ne pas ingérer plus de 10 mg de gluten par jour, qui est la quantité maximale à ne pas dépasser recommandée. Donc, il faut compter ça, plus la contamination qui pourrait survenir au moment de la préparation d'un repas. Donc, on doit se rappeler que c'est l'addition des risques qui fait en sorte que les transferts de gluten augmentent significativement dans la journée, pouvant ainsi affecter la santé de la personne cœliaque. OK. Puis si quelqu'un prend ça, mettons, à chaque semaine... Y a-t-il des chances où ça va, c'est vraiment une accumulation de jour en jour? Personnellement, je trouve ça beaucoup. À chaque semaine, d'augmenter, de prendre des petites doses. Là, je vous dirais, quand je parle de contamination accidentelle, c'est une fois par 2 mois. Là, OK? C'est ce que les gens me racontent. Quand les gens sont symptomatiques, ils font vraiment attention. Mais ça arrive. Mais à chaque semaine... Il ne faut pas aller chicoter le système immunitaire parce que tu ne sais jamais comment il va réagir. OK, un moment donné, ça pourrait être une réponse dramatique puis pas s'arrêter encore le train. Le système immunitaire, là, on le voit dans les maladies auto-immunes, c'est variable. Hein? Des fois, il est sur le pied de guerre, des fois, il est complètement indolent. Puis vous ne savez pas dans quelle vague vous allez tomber. Okay. On veut juste jamais l'activer. Le moins possible. Exactement. Ouais. Puis quand il part en guerre, pour l'arrêter, des fois, ça peut être difficile. Ouais. OK. Je pense peut-être qu'on pourrait parler maintenant du suivi. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, du point de vue d'un suivi, quand vous avez une maladie cœliaque qui a été confirmée, donc, au début, quand le diagnostic a été établi, en général, on va suivre le patient
aux 3 à 6 mois, tout dépendant si notre clinique est pleine ou pas. Parce que ça a été discuté. Moi, en général, je les suis aux 3 mois, mais j'ai d'autres gastro qui disent, écoute, je peux pas, c'est aux 6 mois. Ça rentre pas. Exactement. Fait que on dose à ce moment-là les anticorps à ces intervalles-là, puis on s'attend à ce qu'ils se normalisent éventuellement. On va faire aussi d'autres prises de sang. Mais avant tout, on voit le patient. On voit est-ce qu'il a pris du poids, la croissance chez l'enfant, c'est particulièrement important. On le questionne, un examen ciblé, un examen physique ciblé, et puis on lui demande comment ça va le régime sans gluten. OK? Souvent, on voit les difficultés. Un suivi en nutrition spécialisée, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment la personne ressource qu'il faut avoir dès le diagnostic et pour, en tout cas, les premières années du suivi. C'est bien le fun d'avoir une nutrition spécialisée. D'avoir une adhésion à Cœliaque Québec, je ne fais pas de publicité, mais c'est un magasin de ressources Cœliaque Québec qui est vraiment majeur. OK? Puis, si vous avez une question, vous appelez là, ils vont vous répondre. C'est vraiment... Puis c'est vraiment une belle ressource. Oui, puis c'est beaucoup de support parce que c'est pas facile le régime sans gluten. Puis, donc, ce qu'on fait lors des visites aussi, c'est on vérifie pour les carences nutritionnelles si c'était anormal. Et puis, on vérifie la densité osseuse aux 2 ans si elle était anormale au départ. En général, on ne fait pas passer d'ostéodensitométrie d'emblée chez tous les patients. Moi, en général, je la fais passer à 1 an parce que quoi qu'on fasse pour l'os, la première chose qui doit être faite, c'est de normaliser l'intestin. Il faut que l'intestin soit capable d'absorber. Fait que même si on leur donne beaucoup de suppléments de calcium, vitamine D, ça ne marchera pas tant que l'intestin n'est pas calmé. Donc, à 1 an, on fait ça. Puis si c'est anormal, ben on le fait aux 2 ans à ce moment-là. Et puis, on donne en général la première année, moi, je leur recommande des multivitamines. Donc, pour faire des multivitamines de type Centrum, le multivitamine, ça contient tout à dose physiologique. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de carences nutritionnelles qu'on n'est pas capable d'évaluer dans le sang, tout ça fait facilement. Fait qu'on assume qu'il y a une carence nutritionnelle dans beaucoup de choses. Fait que ça, on dose la TSH, donc la thyroïde. Ça, c'est tellement fréquent dans les maladies cœliaques que c'est dosé aussi. Fait que c'est un petit peu ça. Puis si jamais il y a des problèmes du point de vue du suivi, des anomalies qui apparaissent, patient qui a toujours des symptômes, à ce moment-là, il faudrait peut-être référer à nouveau en gastroentérologie. OK. Un patient qui a une carence nutritionnelle parce qu'il y a trop de dommages dans son intestin. Oui. Une carence nutritionnelle, c'est grave, là. Oui. Donc, mais on a dit que les réparations aux intestins, c'est long. Oui. Donc, comment qu'on règle cette carence nutritionnelle-là? Parce que j'imagine, si on peut bien donner des suppléments, oui. Si l'intestin lui-même n'est pas capable d'absorber, ça ne marchera pas, là. Tout à fait. C'est que souvent, ce qu'on va faire, par exemple, pour l'anémie ferriprive, on va donner du supplément de fer. Si c'est vraiment très grave, on va donner du fer intraveineux pour bypasser l'intestin, mais ça finit par répondre. Ça prend du temps, mais ça finit par répondre, s'améliorer doucement. Puis, en général, ça prend un bon 6 mois là, avant que l'anémie, par exemple, se corrige. On donne des suppléments en se disant que même s'il y a juste une petite portion qui va être absorbée, mais c'est déjà mieux que rien. Ouais. OK. Pour essayer de pousser un petit peu là-dessus, mais vous avez tout à fait raison. Il faut que l'intestin se normalise. Mais même si les biopsies ne sont pas tout à fait normales, souvent la capacité d'absorption de l'intestin a récupéré presque totalement. Okay. Donc, c'est pas parce que vos biopsies sont anormales que la fonction intestinale est altérée, parce que vous avez, on parlait de la surface d'absorption, il y en a beaucoup, puis c'est pas toutes les portions, heureusement, de l'intestin qui vont être touchées. Fait que ça peut quand même aider. Est-ce que ça peut se rendre assez loin, la carence nutritionnelle, pour qu'on nécessite de donner des HIV, donc la nutrition parentérale, ça c'est par les veines? Écoutez, il faudrait... personnellement, j'ai jamais vu de gens qui se sont rendus là, heureusement. En général, le retrait du gluten finit par améliorer les choses, mais je suis convaincu qu'il y a
plusieurs décennies, il devait y avoir des gens comme ça. Ça devait se rendre plus loin. Mais maintenant, les gens nécessitaient effectivement. On le traite mieux, on le prend plus tôt. Mais ce serait un scénario où vous avez une maladie réfractaire qui répond pas au retrait du gluten, puis à ce moment-là, les gens continuent à perdre du poids puis à se dénutrir pour requérir l'hyperalimentation. OK. Mettons qu'on revient à la maladie réfractaire, justement. Oui. Il y avait, je pense, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Qu'est-ce qu'on fait rendu là? On est rendu là. Avant de parler de maladie réfractaire, en général, ça commence par des symptômes qui persistent malgré le régime sans gluten. OK, donc il faut partir de là. Heureusement, la minorité vont avoir une maladie réfractaire parmi ces patients-là, mais première chose, quand les symptômes persistent, puis ça arrive. J'ai encore des symptômes, je suis mon régime sans gluten. Fait que la première chose qu'on fait comme médecin, c'est de vérifier est-ce que le diagnostic était bon. OK, est-ce que j'ai bien établi mon diagnostic? Les biopsies, on parlait des biopsies des fois d'un stade moins sévère. Ouais. Les anticorps, est-ce qu'ils étaient vraiment élevés ou pas? Des anticorps à moins de 2 fois la normale, c'est moins certain. OK, donc c'est des gens qui ont peut-être un peu des diagnostics limites et puis ils sont porteurs des HLA aussi. Donc les HLA, on les fait souvent à ce moment-là pour dire hey, il n'est pas porteur des HLA ou peut-être que je me suis trompé de diagnostic. Okay. Je ris, mais c'est pas drôle, là. Mais, et puis, en même temps, on fait vérifier par une nutritionniste le suivi à l'alimentation sans gluten. Puis ces patients-là sont réévalués environ 6 mois après une réévaluation par une nutritionniste pour voir s'ils ont encore les symptômes. Donc, s'ils ont encore les symptômes, vous avez 2 branches à ce moment-là. Soit que la maladie cœliaque est complètement en rémission, OK? Puis c'est d'autres choses qui donnent les symptômes. On voit dans ces cas-là ce qu'on appelle l'insuffisance pancréatique exocrine relative. C'est un grand terme, mais pour dire que le pancréas, pour pouvoir sécréter ses enzymes dans l'intestin, il a besoin de recevoir un signal de l'intestin. Puis on a vu que dans la maladie cœliaque, vous aviez de l'atrophie de la paroi intestinale, mais les signaux, c'est-à-dire les hormones qui vont être envoyées au pancréas, pas les hormones, je m'excuse, j'ai pas le terme, mais en tout cas, les substances? Ouais, c'est des signaux, OK? Appelons ça comme ça. Okay? Les signaux, ça provient de cellules de l'intestin. Et puis, quand l'intestin reçoit des aliments, il envoie le signal au pancréas. Puis, s'il y a de l'atrophie intestinale, vous pouvez ne plus avoir ce signal-là. Puis, des fois, l'intestin, il ne va pas récupérer complètement. Fait qu'il ne va pas envoyer trop de signal au pancréas. Fait que le pancréas est complètement normal, mais il ne reçoit pas beaucoup de signal. Fait qu'il envoie moins d'enzymes. Fait que la digestion se passe moins bien. Et puis, en donnant des suppléments d'enzymes pancréatiques, ces gens-là sont très améliorés. Donc, ça, c'est un des premiers diagnostics auxquels il faut penser dans les maladies cœliaques en rémission qui ont encore des symptômes. Vous avez le côlon irritable. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est un syndrome qui est très fréquent dans la population générale, fréquent dans la maladie cœliaque et probablement un peu plus, parce que l'intestin, une partie des gens qui ont l'intestin irritable, c'est des gens qui ont déjà eu de l'inflammation intestinale. L'intestin comme plus sensible. Fait qu'il reste sensible à toutes sortes d'aliments. Et puis ça, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Des fois, c'est des gens aussi qui ont des intolérances à d'autres aliments. Par exemple, des sucres qui sont difficiles à digérer. On parle de la diète FODMAP, là, FODMAP. Ça, c'est des sucres qui sont difficiles à digérer, qui peuvent donner des symptômes chez les gens qui ont la maladie cœliaque. Je prends un exemple, la mangue, la famille des choux. C'est des choses qui sont difficiles à digérer. Et donc, c'est un peu ça. Il faut regarder ces diagnostics-là. Et puis, donc, ça, c'est pour les maladies qui sont en rémission. Donc, il y a un diagnostic différentiel à faire. Puis, si la maladie est encore active, malgré le régime sans gluten, là, on s'en va vers ce qu'on appelle les maladies plus réfractaires. Okay. Vous avez des gens là-dedans qui se contaminent encore. Okay? Donc, ils ne suivent pas vraiment le régime. Vous avez des gens qui sont très sensibles, même à une mini-dose de gluten. À ce moment-là, il faut qu'ils suivent une diète d'élimination, encore là, avec une nutritionniste qui fait une enquête quasi policière là, pour l'alimentation. Et puis, on peut même, chez ces gens-là, doser le gluten dans les selles ou les urines, savoir s'ils en ont pris ou pas.
pour nous renseigner. Puis, enfin, vous avez des gens qui répondent pas. C'est ça, la maladie réfractaire. Donc, maladie réfractaire, c'est au-dessus de 6 mois d'un régime sans gluten strict avec des symptômes qui persistent et des anomalies au niveau de la biopsie. OK, donc, il faut avoir quand même ce trio-là pour parler de maladie réfractaire. La majeure partie des maladies réfractaires, c'est des gens qui vont pas développer de cancer. C'est de l'inflammation régulière de la maladie cœliaque qui perdure. Puis, vous avez le deuxième type de maladie réfractaire où là, les lymphocytes vont pulluler sous forme de familles unies, ce qu'on appelle des lymphocytes monoclonaux. C'est juste la même sorte de lymphocytes qui va proliférer et ces gens-là sont à risque de lymphome. OK. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs possibilités. Ouais. On avance là-dedans, mais c'est comme ça qu'il faut aborder le problème. OK. Je vous dirais souvent, ça s'arrête au premier stade. Là. Ouais, Les gens c'est ont une fort. maladie en rémission, puis ont un autre diagnostic. Des fois, ça peut être une autre pathologie associée de l'intestin, une maladie de Crohn, une entéropathie auto-immune qu'on appelle, un giardia. Donc, je pense que maintenant, on serait rendu à parler des tests disponibles à la vente libre. Alors oui, si vous regardez sur Internet, il y a plusieurs sortes de tests qui sont disponibles. J'ai fait une petite recherche personnelle, non contrôlée, mais vous pouvez avoir des tests de dépistage de la maladie cœliaque. Vous pouvez avoir des tests pour voir si vous êtes prédisposé à la maladie. Vous pouvez avoir des tests aussi qui vont aller doser le gluten dans les selles ou les urines, savoir si vous suivez bien votre diète ou non. Et vous pouvez tester le gluten dans les aliments, dans une assiette, par exemple. Et vous avez des tests d'allergie alimentaire, d'intolérance alimentaire at large. Donc, avant de commander ces tests-là, j'aurais des conseils à donner aux gens. Un, ça coûte cher. OK? Mm-hmm. Et deuxièmement, c'est de regarder par rapport aux kits spécifiques qu'on veut acheter, parce qu'il y a plusieurs kits pour un même test, par exemple, de compagnies différentes. Si ces kits-là ont été étudiés, parce que si vous regardez les études qui ont utilisé des tests, ils vont vous marquer, nous avons utilisé tel type de kit pour tester le gluten, par exemple, dans les selles ou les urines. Et savoir justement si ces kits-là spécifiques ont été approuvés par des agences gouvernementales, que ce soit Santé Canada ou la FDA américaine. Et de regarder aussi les résultats, savoir que on parle de sensibilité, spécificité, des valeurs prédictives. Donc, faut avoir des pourcentages relativement élevés dans ces chiffres-là. Donc, pour voir si le test est valide ou pas à passer. Comme test en tant que tel, vous avez le test de dépistage là, pour commencer. C'est les entités transglutaminase qu'on peut doser dans le sang. Ça coûte à peu près 120 $. En général, j'assume que c'est tous des dollars américains, donc c'est relativement coûteux. Ce test-là, il est disponible facilement au Québec gratuitement dès que vous avez un accès à infirmière praticienne ou médecin de famille, gastro-entérologue. Donc, n'importe quel médecin peut le demander. Et vous allez l'avoir gratuitement, puis vous allez avoir un dosage des immunoglobulines A en même temps. Donc, si vous avez vraiment pas accès puis vous voulez vous tester, ce test-là peut être passé. Ça n'a aucune valeur diagnostique. C'est juste pour dépister la maladie, savoir si vous avez besoin de passer des biopsies du duodénum ou pas. Mm-hmm. Et il est très important de consommer du gluten au moment de passer le test, puis d'en avoir consommé pendant les semaines avant. Pas juste la journée où je passe le test. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien, c'est pas valide. Et d'avoir aussi un dosage des immunoglobulines A pour valider le test. Donc, ça, c'est très important. Si le résultat sort positif, qu'est-ce qui doit être fait? C'est que on doit contacter un médecin, infirmière pour repasser un test, pour valider le résultat qu'on a là. Donc, c'est étonnant de voir la différence entre les laboratoires pour les valeurs de test. Et si le deuxième test est aussi positif, à ce moment-là, d'être référé en gastro-entérologie, au moins d'avoir une biopsie du duodénum pour voir si on a la maladie cœliaque ou pas. Le test de prédisposition génétique, c'est le dosage des HLA, DQ2, DQ8 qui sont aussi disponibles. C'est un test dont je vois très peu l'utilité.
C'est un test qui va être utilisé lorsque on veut être sûr qu'on a fait le bon diagnostic comme médecin de maladie cœliaque. À ce moment-là, le test va être passé pour valider finalement le diagnostic. Mais les HLA, comme on l'a vu tout à l'heure, HLA DQ2, DQ8, ça peut être positif jusqu'à 40% de la population. Donc, vous passez le test, mais c'est à peu près comme lancer un 25 sous en l'air. C'est pile ou face, c'est à peu près 50-50. Ça ne veut pas dire qu'on a la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on a la maladie. La majorité des gens qui sont porteurs du HLA développeront jamais une maladie active. Donc, c'est seulement un risque relatif d'au plus de 4. OK? Donc, ça tourne en 2,5 personnes à 4 vont développer une maladie cœliaque active parmi les porteurs de HLA, DQ2 ou DQ8 par rapport à la population générale. Donc, c'est très faible, là, le facteur, la validité, le facteur prédictif de ce test-là. Et ça coûte très cher. C'est jusqu'à 250 $ que vous pouvez en trouver. Okay. Personnellement, je n'irais pas dépenser cet argent-là pour ça. Maintenant, si vous voulez suivre l'alimentation sans gluten, puis vous voulez vérifier que vous n'avez pas mangé du gluten, bien, vous pouvez aller détecter des peptides de la gliadine dans les selles ou dans les urines. Donc, c'est des tests qui sont relativement valides. La sensibilité, spécificité, c'est variable, mais la valeur prédictive négative est relativement élevée de ces tests-là. Ce que ça veut dire, la valeur prédictive négative, c'est que quand mon résultat est négatif, je suis pas mal certain que j'ai pas mangé de gluten. OK? Le gros problème de ces tests-là, c'est de savoir comment les passer après le repas où on se dit j'ai peut-être une contamination. Parce que dans les urines, ça apparaît pas tout de suite, puis dans les selles, encore plus tardivement. C'est quelques jours après l'ingestion du gluten. Puis, le test va rester positif pour quelques jours. Dans l'urine, c'est plus court que dans les selles. Donc, c'est très variable. Puis, le transit intestinal varie de personne en personne. Fait que le moment où passer ce test-là, c'est vraiment difficile à déterminer. Puis, les études qui ont regardé ce test-là, ben, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voulaient tester un repas. Fait qu'ils faisaient passer un test quotidien pendant 7 à 12 jours. 7 à 10 jours. Puis, c'est comme ça que c'était fait. C'est comme ça qu'on a vu que la positivité était différente entre les urines et les selles. Mais si vous voulez passer un test par rapport à un repas, c'est difficile de déterminer le moment idéal pour passer ça. Fait que c'est un test qui est fiable, mais les chances qu'on le fasse au bon moment puis ça ait une vraie utilité est faible. Donc, c'est un peu de l'argent gaspillé, encore une fois. Là. Oui, ce test-là, il devrait juste être passé lorsqu'on a un suivi en nutrition ou par un médecin, puis lorsqu'il y a une question spécifique qui est posée, la maladie ne répond pas, c'est une maladie réfractaire, est-ce qu'il y a du gluten dans l'alimentation? Là, ça vaut la peine, c'est quand même 20 $ à chaque fois. Donc, chaque fois que vous testez, c'est 20 $. Ça peut faire assez coûteux si on teste ça sur une semaine. Vous pouvez aussi tester le gluten dans les aliments. Donc, dans une assiette, vous voulez tester s'il y a du gluten, bien, vous pouvez prendre un spécimen. Le gros problème de ces tests-là, c'est l'échantillonnage dans l'assiette, savoir où tester dans l'assiette pour savoir si c'est valide ou pas. Et puis, la validité des tests, on ne sait pas si la sensibilité est très bonne ou pas. Fait que moi, je ne le recommande pas non plus. Okay. Puis, les tests d'allergie alimentaire at large, là, donc ça, c'est des tests que je vois passer depuis que je suis en pratique avec des gens. C'est des gens qui arrivent avec un beau tableau où il y a plusieurs aliments qui ont été testés. C'est plusieurs intolérances, allergies, soi-disant, qui ont été testés. Puis ils nous arrivent avec ça, dire « Qu'est-ce que j'ai, docteur? C'est quoi mon diagnostic? » Le problème, c'est qu'il n'y a pas une corrélation. Il n'y a pas de corrélation, je vous dirais, il n'y a pas de corrélation. C'est pas une mauvaise, là. Il n'y a pas de corrélation entre la signification clinique des tests anormaux que les gens ont passés. Fait que j'ai jamais vu de bonne corrélation, puis c'est difficile d'expliquer ça aux gens parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. C'est autour de 400-500 $ ces tests-là. Puis malheureusement, la validité est à peu près nulle. Fait que non plus, je le recommande pas. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose que je recommande d'acheter. Au moins, en résumé, il faut aller voir notre médecin. C'est préférable parce que... Il va nous faire des tests qui sont couverts. Tout à fait, qui sont couverts. C'est des tests qui vont être ciblés, qui vont avoir une utilité sur la question qui est posée, mais at large, là,
Je vous dirais, mis à part les antitransglutaminase, si quelqu'un n'a vraiment pas d'accès à un médecin ou une infirmière praticienne, ça vaut peut-être la Mais peine dans tous pour les cas, dire... il va falloir finir par aller voir son médecin pour Tout à fait. avoir la confirmation du diagnostic. Tout à fait. Donc, c'est exactement ça. Donc, je vous dirais, dépensez pas votre argent pour rien parce que ça vaut plus ou moins la peine. Parfait. Ben, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. On a couvert vraiment beaucoup de choses. C'était très complet. J'en ai appris beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Puis je vous félicite aussi pour votre beau projet. C'est un projet il y a plusieurs angles sous lesquels va être vue la maladie cœliaque. Puis moi, quand on m'a demandé, j'ai tout de suite dit oui, je voulais embarquer parce que je voulais vous aider. Fait que félicitations à vous, puis ça a été très agréable. Merci beaucoup. Merci. On a un petit quelque chose pour vous. Pour vous remercier d'être venu. C'est des petites canneberges qui goûtent les bonbons de chez Fruits d'Or. J'espère que ça ne contient pas de gluten. Non, c'est sans gluten. Je vais y goûter avec plaisir à ce moment-là. Parfait. Je vous remercie, puis c'était pas nécessaire. Merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Vraiment beaucoup. Merci. Au revoir.